Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho et une fois n'est pas coutume, je reçois un entrepreneur. Évidemment, ils sont tous d'exception, ceux qui viennent ici. C'est aujourd'hui Laurent Bervas. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Et toi ? Écoute, comme une journée normale au Maroc, puisque on se parle. Toi, tu es en région parisienne, c'est ça ? C'est ça, exactement. Pas de chance. Voilà. Donc moi, je suis au Maroc, à Marrakech, où il fait un temps magnifique à l'extérieur. Bon, on organisera une retraite. Je ne perds jamais avec tous les entrepreneurs au Maroc. Ça sera un truc qu'il faudra qu'on fasse ça. Ah, mais vraiment, si tu veux, garde-le en tête parce que ça sera déjà avec plaisir de vous accueillir. Et en plus, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de séminaires d'entreprises, justement parce que proximité de la France et de belles infrastructures. Bon, écoute, c'est parti pour au moins une heure ensemble où on va approfondir un peu tout ton parcours et puis toute ton histoire d'entrepreneur. Moi, ce que je peux évoquer avant que tu te présentes toi-même, c'est qu'on s'est croisés et on s'est rencontrés. Où ça ? Sur les réseaux sociaux, notamment un qui est le réseau social professionnel qui est LinkedIn. Alors, est-ce qu'on dit LinkedIn? Alors, a priori, j'ai une amie qui est, elle, spécialiste de la prononciation et a priori, ça se dit LinkedIn avec un T. LinkedIn, voilà, dis donc. Donc, il faut qu'on fasse attention à comment on prononce ça. Et donc, oui, voilà, toi, tu as une pratique de la marque personnelle puisque toi-même, tu prends régulièrement la parole sur ce réseau pour donner tout un tas d'informations, de partage de valeurs. Toi, je dirais ton parcours, tu es avec un parcours scientifique, technique, ingénieur, c'est ça ? Moi alors, simple, je suis de formation effectivement ingénieur logiciel. 58 ans, ça c'est mon âge. Ma première entreprise, je l'ai créée en 1989, donc vraiment il y a très très longtemps. Et finalement, je n'ai été qu'entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai été pendant à peu près 2 ans salarié, mais tout le reste du temps entrepreneur. Donc à la rigueur, mon métier, c'est d'être entrepreneur, plutôt dans le digital. Et j'ai travaillé dans le conseil informatique pendant une moitié de ma vie. Et l'autre partie de ma vie, j'ai travaillé dans d'autres secteurs en rapport avec le digital, immobilier, recrutement et développement commercial. Bon. Ça nous fait un sacré parcours. Et tu sais qu'on a un point commun parce que moi, en tout et pour tout, alors je suis un petit peu plus jeune que toi, mais en tout et pour tout, moi aussi, j'ai été seulement 2 ans salarié et sinon entrepreneur tout le temps. Donc c'est. D'ailleurs, si tu veux, je vais faire ça me fait penser à un truc qui est quand même important, c'est que c'est pas évident. C'est-à-dire que on peut effectivement parler du côté sympathique du métier d'entrepreneur, mais c'est très difficile, et notamment en France, parce que quand tu as été entrepreneur pendant 5-10 ans, eh bien tu deviens quasiment inemployable par la plupart des sociétés françaises qui vont supposer qu'un entrepreneur est quelqu'un d'ingérable. Et alors que dans d'autres pays, c'est plus valorisé.
Ça m'est arrivé exactement ce que tu viens de raconter là, et il faudra absolument que je fasse mon auto-interview de ma propre histoire pour raconter effectivement à notre communauté d'entrepreneurs qui je suis et ce que j'ai fait, parce que j'ai exactement vécu Ouais. ce que tu viens de dire. J'avais monté une start-up qui a fait start down, éclatement de la bulle internet des années 2000, et je me suis retrouvé effectivement sur le marché du travail à passer des entretiens où les gens me regardaient avec un œil torve, comme on appelle ça, en me disant bon, attendez, comment ça, vous avez été président, directeur général, vous avez 24 ans, vous savez rien faire, et on me taillait des shorts, je te dis même pas, c'était juste incroyable. Et pendant que ces gens-là étaient assis à leur bureau tranquillement au chaud, moi j'avais monté une boîte avec 15 personnes et levé un petit peu d'argent au passage. Enfin bon, j'avais bossé quoi. Et c'est vrai que c'était un peu, je l'ai vraiment mal pris hein. À l'époque. C'est vraiment un conseil que tu vois. Bon, ce que je te suggère dans ce cas-là, mais je sais que c'est ce que tu veux faire, c'est qu'on essaye de trouver quelques petits conseils vraiment à donner de nos parcours respectifs. Et je te dirais, le premier conseil que je donnerais, c'est faites attention avant de vous mettre à votre compte, parce que si vous le faites jeune, d'une certaine manière, eh bien, vous risquez d'être obligé de rester entrepreneur toute votre vie. Et ce que je conseille à beaucoup de jeunes entrepreneurs, c'est de dire, écoutez, décalez si vous le pouvez votre envie d'être entrepreneur, devenez salarié, parce que une des choses aussi qui m'a manqué en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas connaître intimement le fonctionnement des entreprises de l'intérieur. Le monde de l'entreprise, eh oui. Ouais, tu vois, quand je m'adresse à des grands comptes, eh bien moi j'ai plutôt travaillé dans un type de société, mais beaucoup de choses en fait m'étaient inconnues. Donc automatiquement du point de vue commercial, tu perds du temps. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu nous dis là, Laurent. Effectivement, on a tendance à pas s'en rendre compte, mais quand ta case départ, c'est tout de suite de créer une boîte, en fait, tu ne connais rien à rien sur tous les fameux 4 piliers. Moi, je dis toujours que dans une société, il y a les fameux 4 piliers. Le pilier de l'administratif, hein, finance, administratif, juridique. Il y a donc là, je mets aussi la RH là-dedans. D'ailleurs, deuxième pilier, c'est la vente. Hein, c'est le nerf de la guerre, la vente. Donc deuxième pilier, c'est la vente. Troisième pilier, ça va être le marketing et la communication. Et le quatrième pilier, c'est la tech. D'accord, hein, développement, technique, etc. Ce sont les 4 piliers. Et quand quand tu lances ta startup, tu lances ta boîte, t'as jamais été salarié avant, t'as pas d'expérience préalable. Exactement. En fait, tu ne connais rien de aucun de ces 4 piliers-là. Tu sais pas comment on recrute, tu sais pas comment on fait des devs, tu sais pas, rien. Et surtout, si tu veux, le truc sur lequel j'insiste, c'est que tu ne connais pas ta clientèle de l'intérieur. C'est-à-dire que quand tu t'adresses à un grand compte, alors oui, bien entendu, ce ne sont pas des personnes inconnues pour moi. J'ai travaillé avec ces gens-là, mais il te manque quand même quelque chose, et notamment aussi, comme ce que tu dis, des capacités d'imagination de comment t'organiser, te structurer. Donc, tu reprends de zéro beaucoup de choses. Donc vraiment, le conseil, c'est que vous voulez créer votre boîte, super, allez-y. C'est pas moi qui vais vous empêcher, mais n'hésitez pas à revenir salarié. C'est pas une honte. Et surtout, vous allez apprendre quelque chose qui va vous servir quoi qu'il arrive dans votre vie d'entrepreneur. Yes. Laurent, on a un fit naturel, ce qui fait qu'on part en éparpillement. Non mais alors, ne t'inquiète pas si tu veux. Voilà, je reprendrai le volant si nécessaire. On va quand même resituer un petit peu. Encore une fois, ton parcours. Le but du jeu, c'est d'avoir de l'inspiration, de la motivation, de tirer un maximum d'enseignement de ton propre parcours. Donc, je vais quand même finir ton justement aujourd'hui ce que tu fais et par où t'es passé. Tu as eu ta propre aventure entrepreneuriale dans l'univers justement de la RH. Hein. On a parlé de la RH. Alors, ça a été une grosse partie de ton parcours. Plus exactement, si tu veux, j'ai travaillé pendant une moitié de ma vie en région parisienne où j'ai dirigé une société de conseil informatique. Le terme à l'époque était SS2I, que tu connais certainement, qu'on appelle aujourd'hui ESN. Donc c'est quelque chose qui a été assez naturel parce que étant moi-même ingénieur logiciel, c'est un domaine sur lequel j'ai été en contact très rapidement avec des clients dans ce domaine-là, et la demande à l'époque, et c'est encore le cas, était très forte pour des prestataires, que ce soit ce qu'on appelle du développement logiciel chez le client ou chez nous. Et la boîte est montée jusqu'à une quarantaine de consultants, donc une cinquantaine de personnes en tout. Ça a été dans les années 2000-2005. Et après, sur la deuxième partie de ma vie, je suis venu m'installer au Maroc, on va dire dans la quarantaine, pour vivre autre chose du point de vue personnel et professionnel. Et là, j'ai changé totalement de domaine.
j'ai effectivement travaillé dans l'immobilier, j'ai travaillé dans la communication et effectivement dans la partie RH à distance, puisque à partir du Maroc, j'ai pu développer une activité de recrutement à distance avec un plateau qui était installé à Casablanca, et nous travaillions au passé, donc puisque c'est une activité que j'ai terminée, à partir d'un plateau d'appel. D'accord. Et ça, je vois sur ton profil LinkedIn que c'est quasiment presque 15 ans en fait. Ouais, voilà. Pour simplifier, 15 ans, 15 ans. Voilà, j'ai vraiment deux parties différentes. Ce que je peux aussi te dire, c'est que travailler à distance à partir du Maroc, c'est quelque chose qui aujourd'hui est possible et qui est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que je vois de plus en plus d'entrepreneurs français, que ce soit des indépendants ou des petits entrepreneurs, qui viennent s'installer au Maroc ou dans des pays proches et qui continuent à travailler à distance en France. Ça, c'est une révolution qui date d'il y a un peu moins d'une dizaine d'années, depuis que la fibre est disponible au Maroc, puisque on est vraiment très très bien équipé en télécommunication. Donc là, tu vois, par exemple, je suis chez moi avec une fibre. Normalement, je pense pas qu'on ait d'interruption. C'est quelque chose qui est vraiment très stable. Donc voilà. Donc vraiment, quand moi je suis arrivé en 2006, la connexion Internet te permettait quasiment pas de travailler. Plus les années ont passé, plus il a été possible. Il y a à peu près maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai mis en place un plateau d'appel qui m'a permis donc de travailler sur la France à partir du Maroc. Et donc là, aujourd'hui, j'ai une petite équipe qui est distribuée et avec lequel, comme beaucoup de monde et de plus en plus, je pense que c'est aussi ton cas, tu travailles à distance exactement comme si nous étions dans le même bureau. C'est vrai que c'est devenu un processus qui est totalement naturel. Alors après, souhaitable, souhaité, etc. Ça, c'est encore un autre débat. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les capacités, les possibilités de télétravail, de travail en remote, à distance, surtout dans nos métiers. En fait, toi, t'es ingénieur, t'es dans la tech. Moi, je suis aussi dans l'univers du digital. En fait, je dirais, ça s'adapte très bien à des choses qui peuvent se faire parfaitement à distance, sans aucun problème. Donc, bien sûr, on est là. On a un atout. Et puis en fait, ce qui va m'intéresser, je vais t'interroger juste après, c'est justement pourquoi, comment, tu as mis un terme à cette activité-là, puis parce que maintenant tu fais autre chose. Maintenant tu fais quelque chose qui s'appelle DigiLikes. C'est comme ça que tu dis ? Alors, si tu veux, j'ai un parcours qui est partagé entre services et produits. Je dirais que là, je vais parler un petit peu cuisine, mais je pense que les gens qui nous écoutent sont certainement familiers avec ce genre de choses. Oui. Voilà, exactement. Sinon, on précisera. Voilà. Service, c'est-à-dire que quand je fais du service, notamment du recrutement, c'est un business qui repose essentiellement sur de la ressource humaine. Mon chiffre d'affaires va dépendre essentiellement du nombre de personnes que j'emploie. Ça, c'est quelque chose qui m'a posé problème, notamment parce que j'ai eu pendant la période de la Covid la nécessité de réorganiser mon équipe. Tout simplement, le plateau, j'ai dû l'arrêter parce qu'il y a eu un problème de démission du manager à l'époque. Donc, automatiquement, je dirais que cette activité s'est mise en difficulté. Tout de suite, ça crée de la difficulté, ouais, tout à fait. Et là, si tu veux, je me suis dit, je suis à un moment de ma vie où est-ce que je continue sur le service et j'essaye de nouveau de me développer dans cette partie-là, ou plutôt, je vais dans la partie donc produit. Et si tu veux, le calcul que j'ai fait par rapport à toute mon expérience passée, je me dis oui, le service est toujours en danger. Le service est toujours en danger parce que, à moins d'avoir une cinquantaine de personnes, et encore, quand tu as beaucoup de personnes, tu as de nouveau des problèmes. Mais tant que tu restes une petite unité de service, ton activité, elle reste fragile. En revanche, parce que ça, je sais bien faire, le produit, ça présente l'avantage, c'est qu'une fois que c'est stabilisé, là, tu as quelque chose, tu as un actif qui est beaucoup plus solide, surtout si toi-même, tu maîtrises la technologie. Bien sûr, voilà. Bien sûr, très intéressant ce que tu dis là par rapport le fait que quand on est dans l'univers du service, on soit dans la conquête des clients d'un mois sur l'autre. Il faut chercher des nouveaux clients en permanence. Donc on est dans une chasse, dans une prestation commerciale qui est clairement difficile, fatigante, éreintante au fil des années. Et ça, c'est pas évident du tout à gérer dans des situations de période économique un peu mouvementée. Tu sais, j'ai partagé un billet, je pense que tu l'as peut-être vu, qui était que je trouvais vraiment aussi pareil en termes d'enseignement. Quand j'ai commencé ma carrière, Internet n'existait pas, évidemment. Et
le patron d'entreprise que j'étais et qui écoutait les autres patrons d'entreprise, eh bien, te disait qu'avoir des salariés, eh bien, c'était un gage de solidité. Plus tu avais de salariés, plus tu étais un patron important et plus ta société avait de la valeur. Ouais. Et puis, Google est arrivé et toutes les boîtes de la tech sont arrivées et ont démontré que ton actif n'est plus nécessairement le nombre de personnes que tu gères, mais ça peut être aussi la technologie et la capacité que tu as de maîtriser la technologie qui fait ta valeur. Et donc, le patron que je suis aujourd'hui, dans ce que j'avais supposé, je me dis, si j'avais eu 20 ans aujourd'hui, 25 ans, eh bien, j'aurais raisonné différemment. J'aurais peut-être été solopreneur, ou en tout cas petite structure, et j'aurais essayé de diminuer la charge qui est associée à la gestion du personnel pour essayer plutôt de trouver un équilibre de vie et une volonté de développer une société dont l'actif serait plutôt la technologie. Tu vois, donc 89 patrons, je gère du personnel. 2023, le patron que je suis, il dit attention, vous pouvez faire un patron d'entreprise, un entrepreneur heureux, sans nécessairement avoir de salariés, et c'est peut-être même mieux pour vous en termes d'équilibre. Je fais une petite parenthèse. Je sais aussi que ça, c'est quelque chose qui est perturbant au niveau de la société, puisque je suis bien entendu aussi concerné par l'équilibre qu'il doit y avoir dans une société. Donc, si tous les patrons démissionnent et disent « moi, je ne veux gérer aucun personnel », la société ne tient plus. Mais si tu veux, je te partage juste une conviction ou en tout cas une émotion personnelle en disant voilà, ok, moi en tant que personne, par rapport à tout mon parcours, ne pas avoir à gérer trop de personnel, c'est quand même vachement mieux. Et puis Laurent, ce que tu finalement nous évoques là, c'est que nous sommes au moment où on fait cette émission qui va rester éternelle puisque c'est du numérique et on va même la transformer en un petit NFT qu'on va distribuer aux fans. Super. Donc voilà, ça va rester une présence éternelle. En tout cas, on voit un mouvement de fond très fort depuis toute cette période du Covid, effectivement, avec le fameux solopreneuriat, avec la montée en puissance énorme de gens qui étaient collaborateurs, salariés, qui se sont dit, allez hop, je me lance à mon compte, je deviens indépendant, je deviens solopreneur. Hein. Je rappelle que le solopreneuriat consiste justement à ne pas avoir de salariés, par contre à faire travailler d'autres personnes, hein, à monter des business en faisant travailler d'autres prestataires, Exactement. des freelances, etc. Mais tu n'as plus de structure avec des charges et avec des salariés. Et donc ça, c'est un nouveau paradigme qui est d'autant plus renforcé, bousculé, qui devient un véritable tsunami à cause ou grâce à quoi ? Le digital. C'est que le digital est passé par là. Alors l'IA, j'en parle même pas. Là, ça accélère encore plus. Et donc on se retrouve effectivement, toi et moi, on est d'une époque où on a vu naître et arriver l'internet, où à l'époque, moi, ça m'a marqué. Hein, c'est une revanche que je prends actuellement en prenant la parole parce que j'ai été absolument je cherche le mot, mais choqué par le fait que personne ne m'a jamais tendu la main. L'information n'était pas disponible. Tu cherchais un stage, tu cherchais un job, tu cherchais à discuter avec d'autres entrepreneurs. Posséder l'information, c'était avoir l'ascendant et le pouvoir sur les autres. Et tout ça a éclaté en vol parce que maintenant, avec le web et avec le digital, tu trouves tout sur tout et tu peux te former à tout. Et ça change tout. Tu vois ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est clair que, j'ai vécu aussi cette même révolution et le fait d'être quelqu'un qui est plutôt orienté ou vers le partage, comme tu l'es, eh bien fait que tu deviens finalement quelqu'un qui a du pouvoir. Je n'aime pas ce terme, mais aujourd'hui, le pouvoir, ou en tout cas cette capacité à influer, elle vient de ta capacité à partager de l'information avant les autres. Et à réunir autour de toi du monde, ouais, tout à fait. Parce que de toute façon, c'est ce que l'on sait aussi, c'est que posséder une information, de toute façon, avec la circulation, ton information, si tu ne la mets pas sur le marché rapidement, elle n'aura plus de valeur bientôt. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lance le buzz. C'est les influenceurs le maîtrisent très bien, cet exercice-là. C'est qu'à partir du moment où tu as une information en avance, eh bien plutôt que de la garder, eh bien si tu es influenceur avec une audience, tu as tout intérêt à la
mettre à disposition sur Internet avec la possibilité de la faire reprendre et donc d'augmenter, on va dire, ton audience et on va dire le fait que tu aies une image de quelqu'un qui sait. Donc voilà. Ouais. Et puis en plus, on est avec ce digital, avec ce web et avec ces informations qui sont disponibles partout, on est dans un vrai problème d'infobésité. C'est-à-dire que maintenant, l'information, c'est pas le problème d'avoir l'information. L'information, tout le monde là, il y en a partout, il y en a trop. Maintenant, il faut savoir la trier, l'organiser, l'utiliser à bon escient. Et le nouveau, d'ailleurs, j'ai pas mal de réflexions sur ce sujet-là, qui est de dire que en fait, le problème, c'est que avec par exemple justement l'intelligence artificielle, c'est que le niveau de productivité, aujourd'hui, tout le monde est capable de produire, d'écrire des choses en volume incroyable. Mais par contre, est-ce que la qualité de l'écriture, elle est bonne? Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, c'est vrai qu'on est confronté comme ça à des problématiques vraiment particulières. Alors, ce qui m'intéresse dans ton parcours, pour la petite histoire, donc ton nouveau projet, c'est donc un projet produit. Est-ce que tu veux nous en parler avant que je te pose des questions sur justement d'autres choses liées à l'entrepreneuriat? Je vais t'en parler, on va dire, pour t'expliquer quel a été le parcours, parce que ça aussi, je pense que c'est intéressant de partager ça. Le produit, je t'en ai donné tout plein d'avantages, mais il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Le premier, c'est que c'est quasiment impossible de faire un bon produit tout de suite. Donc, il y a un peu plus de 6 mois, la décision a été de commencer ou de partir sur le produit, et là, on a développé, quand je dis 11, j'ai une petite équipe aujourd'hui de 3 personnes, sur lequel je dirais qu'on va tester, on a testé un certain nombre d'options. On a fait, différents pivots pour pouvoir aujourd'hui être, je pense, sur un bon positionnement. Le produit sur lequel aujourd'hui on est, c'est un produit qui va aider les gens à développer leur business. Donc, c'est une solution d'apport d'affaires. D'accord. Je ne peux pas trop en parler puisqu'on est en train de finaliser des choses, mais le principe est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, pour faire des affaires, toutes les informations sont sur Internet. Ça permet de connecter avec ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, au tout début d'Internet, l'information publique disponible était limitée. Au tout début d'Internet, Wikipédia, par exemple, n'existait pas. Il a fallu de très nombreuses années pour que Wikipédia existe. À cette époque-là, les journaux étaient plutôt, dans mon souvenir, payants. Et quoi qu'il arrive, les sources d'information étaient limitées. Et plus les années ont passé, comme tu l'as dit, plus l'information disponible a augmenté. Wikipédia, accessible partout à tous. Les réseaux sociaux, etc., etc. Et aujourd'hui, eh bien, comme tu disais, l'information, c'est pas qu'il en manque, c'est qu'on en a trop. Ça signifie, par exemple, je te donne un exemple. Si dans ton activité, tu vas chercher un certain type de clients. J'imagine des clients qui ont des projets web. Allez. La fameuse cible. Voilà, ta fameuse cible. Je sais pas, quel type de projet cherches-tu actuellement? Alors moi, aujourd'hui, j'adresse des équipes commerciales. Okay. Donc des sociétés qui ont des équipes commerciales à partir de quatre commerciaux ou commerciales. Bon, ben donc par exemple, là, nous, on sait faire un truc qui est très intéressant, c'est analyser l'ensemble des offres d'emploi qui recrutent des commerciaux sur l'ensemble du territoire français, et donc de te sortir l'ensemble des sociétés qui vont recruter des commerciaux, augmentent leur équipe commerciale, et qui en plus vont avoir une certaine typologie qui va t'intéresser. Par exemple, si tu te dis tiens, moi c'est plutôt les boîtes du digital, eh bien on sait te trier les boîtes qui recrutent des commerciaux dans le digital. D'accord. Tu dis moi c'est plutôt des sociétés entre 50 et 250 personnes. Pof, je te les isole. Encore un filtre, oui. Et puis éventuellement, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de travailler avec des sociétés dans ma région. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Juste pour te dire. Donc un certain nombre de filtres que tu es capable d'appliquer à des cibles, quoi. Exactement. C'est juste, si tu veux, la philosophie aujourd'hui, c'est que toute l'information dont tu as besoin, elle est disponible sur Internet. La question est-ce que tu sais accéder à cette information? C'est ça, aller la chercher, aller la réunir, la nettoyer. Lui donner du sens. Je te donne un truc qui est assez intéressant, me semble-t-il, à observer. ChatGPT ou Midjourney, ce sont des produits qui n'existent que parce que la donnée publique est là en volume. Oui.
C'est-à-dire que la valeur de ces sociétés, elle repose sur le fait qu'ils ont aspiré énormément de données sur leurs serveurs, C'est ça, des accéder au millions, contenu. millions, dizaines de millions d'images, dizaines, peut-être même des centaines de millions de textes, et qu'ils ont après traité ces textes-là. Sans capacité d'accéder à la donnée publique, ces sociétés, me semble-t-il, n'auraient aucune valeur. Ouais, ou en tout cas, n'existeraient pas sous cette forme-là. Ouais, elles auraient des algorithmes, mais des algorithmes qui ne fonctionneraient pas. Oui, parce qu'on est sur effectivement, on est sur des choses qui sont des apprentissages par le volume. On Exactement. parle en général de machine learning et de deep learning, c'est-à-dire qu'on donne à manger, comme tu dis, énormément de données, de data, pour qu'elles soient assimilées et être capables d'être restituées à la demande avec des algorithmes. Exactement. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense que le modèle économique des débuts d'Internet, c'était plutôt sur la constitution de bases de données privées. C'est un peu la même logique que tu disais. C'est-à-dire que beaucoup de business se sont créés sur le fait de te masquer une partie de la donnée. Et donc, quand tu possédais la base de données, que tu t'appelles par exemple Airbnb, ou que tu t'appelles Booking, ou que tu t'appelles n'importe quelle société, toutes ces sociétés-là se sont construites sur le fait de se créer des bases de données propriétaires dont ils ont masqué l'accès aux gens. Aujourd'hui, tu peux créer des sociétés qui ont de la valeur sans avoir à te constituer ta base de données, simplement dans ta capacité d'aspirer de la donnée et de la restituer. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Laurent, c'est que d'une certaine manière, c'est comme si pour toi, c'était une renaissance d'entrepreneur, parce que jusqu'à présent, tu faisais pas du produit, tu faisais du service dans la tech, dans la SS2I et puis dans les RH. Et puis là, maintenant, pour moi, c'est comme si tu étais un entrepreneur start-upper. Là, tu crées un produit avec toutes les logiques, toutes les problématiques autour de cet univers-là. Créer un produit, c'est monter une équipe, faire du code, il y a du marketing, et tu vas te retrouver avec toutes les étapes d'un entrepreneur qui doit chercher sa cible, trouver son marché. Alors, est-ce que tu parles avec le marché? Tu sais qu'on dit beaucoup, bien sûr. arrêtez de construire dans votre coin votre truc, et puis après, vous allez parler au marché. C'est trop tard. Alors, il faut parler au marché d'abord. Oui, bien entendu, si tu veux, la démarche, elle est, on va dire évidente, en tout cas pour quelqu'un qui pratique le produit, comme tu dis. Il faut toujours t'entretenir avec tes clients potentiels. Donc, la démarche a été très simple. On a fait différentes versions du produit. Dès que les produits ont été en version commercialisable, nous avons présenté le produit à des clients, vu leur réaction, adapté et éventuellement choisi ou non de continuer. Donc c'est ces différentes étapes qui ont fait que on a pivoté au fur et à mesure. Pour la petite histoire, ou en tout cas pour quelque chose qui est connu dans le monde des startups, Blablacar est une société qui a, je ne sais plus, essayé 4 ou 5 business models avant de devenir le Blablacar que l'on connaît. C'est donc effectivement cette capacité à pivoter. Pour moi, c'est l'essence même de la start-up. Et ce que je dis assez souvent, c'est que essayez de pivoter avant d'avoir commencé à commercialiser. Parce que quand tu peux pivoter alors que tu n'as pas encore sorti de produit, pris des engagements avec des clients, c'est beaucoup plus simple plutôt que de sortir un produit et après d'être obligé de pivoter. D'ailleurs, un autre conseil que je donnerais, c'est que j'entends très souvent de jeunes entrepreneurs dire « lancez-vous et vous verrez après ». Donc, d'une certaine manière, commencez à sortir votre produit. Alors, je ne peux pas non plus dire que c'est une mauvaise idée parce que c'est clair que quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, dans ce cas-là, jette-toi. Ça a du sens. Mais il faut pondérer quand même un petit peu. Voilà. Ce que je dis quand même, c'est ce que j'ai appris au fil des années, c'est justement de perdre du temps peut-être à essayer les produits et ne pas les sortir, avec la frustration que ça peut avoir, plutôt que de dire ah ouais bon, j'ai quand même un client, je vais quand même le sortir. Le problème, c'est que quand tu prends des engagements avec des clients et que le client paye, c'était très difficile de t'en dégager. Tu peux le faire. Tu risques ton image. Donc moi, je préfère. Tu perds pas mal de choses. Exactement. Donc voilà. Donc la démarche sur laquelle on est parti, on a testé différentes solutions du produit et au fur et à mesure, il y a le gros problème aussi, me semble-t-il, des activités Internet, c'est que la vision que tu as du marché d'il y a 5 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. Et en plus, elle bouge à la vitesse de la lumière, là, en ce moment. Ah oui, mais et on en parlera en conclusion.
sur le fait de comment tu fais en fait pour pouvoir être en contact avec ce qui se passe. Parce que je peux t'assurer que aujourd'hui, la vision que j'ai de notre marché, eh bien, je peux t'assurer que je ne l'avais pas quand j'ai commencé le projet. D'accord? Donc, si tu veux, dans les choses qui définissent notre projet, on s'adresse plutôt aux petits entrepreneurs, aux freelances, et on va essayer de leur donner des solutions pour trouver des clients plutôt à travers des outils. Donc voilà. D'accord. Ça te définit Là, un petit peu le secteur sur lequel on est. Sur cette cible et ce secteur-là. Et ce qui fait que d'une certaine manière, tu recommences de zéro, mais avec de l'expérience sur quand même la croissance, la capacité à organiser. Par exemple, toi, avec l'expérience que tu as, tu n'as pas de problématique. Enfin, tu vas me le dire, mais je passe pas. Tu n'as pas de problématique de gestion de la partie administrative, comptable, juridique, la trésorerie. Tu vois tout ce que tu apprends dans la douleur parfois quand tu es jeune entrepreneur en fait. Toi dans ton cas au moins cette partie-là tu la maîtrises, tu la contrôles, ce qui fait que tu peux être carrément beaucoup plus focus sur ton produit, la conception de ton produit et puis la mise sur le marché. Exactement. Il y a aussi quelque chose, je pense, qui est très important d'avoir en tête, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un domaine, enfin en tout cas, il n'y a pas un entrepreneur type, parce que comme je le dis souvent, mon boucher, c'est un entrepreneur. Comme Elon Musk, ça s'appelle entrepreneur. Ils prennent tous les deux des risques. Très clairement, il y en a un, c'est un gérant. Il a souvent d'ailleurs du personnel. Le boucher, il a du personnel, des salariés, et il fait du commerce, de la vente, bien sûr. Mais c'est deux métiers très différents, ou en tout cas, les deux seraient incapables de prendre la place de l'autre, je pense. Elon Musk, je ne sais pas ce qu'il donnerait en boucher. Il va nous mettre de la boucherie en lyophilisé pour aller dans l'espace sur Mars. C'est pas. Mais c'est juste pour dire que déjà, entrepreneur en général, et ce que je peux moi apporter comme expérience, elle est limitée au secteur du digital, que je pense connaître assez bien. Et le secteur du digital a ceci de particulier, c'est que tu es quasiment dans de la création à chaque fois. C'est-à-dire que si tu es dans le service, c'est pas trop dans la création. En revanche, si tu veux faire du produit et faire une start-up, ça c'est quand même complexe. Et tu as beaucoup de déchets parce que quand tu es dans ce secteur-là, tu es en concurrence avec le monde entier. Et plus les années passent, plus le niveau d'exigence est important. Donc, c'est un truc de dingue. Effectivement. Oui, et puis en plus, il y a une telle progression dans les outils et la manière qu'on a à faire. De plus en plus, j'en parle dans mes épisodes précédents de podcast, qui est l'anecdote suivante quand même. En 1998, j'ai créé ma première startup. Tu parlais de la presse tout à l'heure, ça tombe bien, ça s'appelait planetpresse.com, d'accord? C'était un site web, c'était toute la presse, l'abonnement à la presse magazine française, qui est une des plus florissantes au monde à l'époque. C'était de pouvoir acheter, payer, s'abonner au magazine sur un site internet. Mais ce site web, qui était un ancêtre de l'e-commerce, m'a coûté 250 000 €, pas des francs, 250 000 €. La conversion en euros, enfin c'était en francs à l'époque, mais ça a coûté 250 000 € pour faire un site web de commerce, pour prendre des adresses, des noms, des prénoms et dire ok monsieur, madame, je vous envoie votre abonnement à VSD, d'accord? Le site web, il a coûté 250 000 € en 1998. Je me suis retrouvé avec un cahier des charges de 150 pages, tout écrit à la main, qui disait l'écran, il est là, je clique ici, ça fait ça recharge la page, d'accord? Il y a une boîte de consultants qui m'a écrit 150 pages de cahier des charges. Bon. Donc aujourd'hui les outils, Laurent, toi par rapport à ce que tu viens de raconter, c'est dans une espèce de course intersidérale. Ça a tellement tout bousculé. Alors là maintenant l'IA, t'imagines la productivité qu'on a obtenue et qu'on obtient. J'insiste aussi peut-être sur une chose que je partage avec quelques entrepreneurs. Je dis que il faut absolument, quand tu es dans la tech et notamment quand tu es dans une start-up, avoir parmi tes associés fondateurs un CTO. Et un bon CTO. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de CTO, mais des bons CTO, il y en a très très peu. Parce que l'équation Chief Technical Officer, pour ceux qui se demandent, on est sur le directeur technique, directeur informatique, directeur technique d'une boîte, quoi. Au tout début d'Internet, on pouvait créer des startups sur des idées. J'ai connu cette période, celle dont tu parles, où tu disais tiens, je vais créer un site qui va faire des abonnements à la presse. Tu arrivais avec une idée.
et l'équipe technique, tu arrivais à la constituer. Aujourd'hui, je pense que la réussite face à la concurrence, elle te demande un niveau d'exigence technologique importante. Un truc tout bête. Développer une application mobile, c'est un métier que tu connais très bien. Bon, même pas la barre. Hein. Oui, non, mais développer une belle application mobile, aujourd'hui, le niveau d'exigence sur le mobile des utilisateurs font que ils sont habitués à WhatsApp, ils sont habitués à... Donc, si tu n'es pas capable de leur fournir une expérience utilisateur, on va dire, de très haut niveau, de très très haut niveau. Voilà. Donc avec d'ailleurs un truc, Laurent, qui est ton dada aussi, qui est qu'il y a ce qui se voit et ce qui se voit pas, et que pour qu'une application mobile soit aussi fluide, aussi puissante, etc., il faut quand même s'imaginer les babas, hein, les technos et les infrastructures qui sont sous le capot moteur, hein, d'accord, le moteur. Exactement. Hein. C'est que c'est joli, ça clique vite, etc. Mais ça, c'est pas que du design, hein, c'est pas que de l'ergonomie, hein. Donc c'est de la tech très très costaud. Alors, si très tu cher veux, en plus. Ouais. Et je vois. Alors, ça veut pas dire que ce que je dis rend impossible la création de start-up par des gens qui ne maîtriseraient pas bien la technologie, parce que notamment le no-code permet aujourd'hui de faire beaucoup de choses. Mais je rigole parce que j'étais en train de penser à ça. Je me disais, on va avoir des gens qui vont nous dire, mais non, arrêtez n'importe quoi avec du no-code. Je fais une appli mobile en 2 jours. Ouais, d'accord. Non, mais ils ont raison. Si tu veux, c'est tout à fait possible. Mais aujourd'hui, si tu veux, enfin, en tout cas, ma conviction, c'est que les startups se jouent, ou en tout cas gagnent la guerre sur une maîtrise technologique, ou un petit truc qui, ça peut être éventuellement d'accéder à de la donnée de manière beaucoup plus efficace que les concurrents. Ça peut être d'avoir des coûts d'infrastructure qui sont inférieurs aux concurrents. Je te donne un exemple. Par exemple, un service comme Instagram, eh bien, n'a existé parce qu'il y a eu à un moment une rupture technologique. On a rendu quasiment gratuit, ou en tout cas très peu cher, le stockage des données. Dans ces périodes-là, eh bien, ils ont pu bénéficier, d'une astuce qui était de dire, je peux stocker des millions de photos sans que ça me coûte très cher. Et le succès d'Instagram, c'est notamment joué sur cette rupture technologique. Si tu maîtrises pas tous ces aspects technologiques, tu vas peut-être réussir, mais tu vas plutôt réussir sur de la chance. Instagram, c'est une légende, Instagram. Ils étaient 13 quand ils se sont fait racheter par Facebook. Hein. Exactement. Et tu vois, effectivement, c'est très intéressant, puisque effectivement, c'est l'exemple que j'ai eu en tête quand je te parlais de mon idée de dire, je préfère être aujourd'hui solopreneur, ou en tout cas d'être dans une petite structure plutôt que d'être dans une structure avec 50 000 personnes, parce que déjà c'est un autre métier. Et puis, c'est prenant, quoi. Je dirais que ce savoir-faire, je pense que je pourrais peut-être le développer, mais j'ai vraiment pas envie de le vivre ou de le revivre. Voilà. Alors tu introduis une notion intéressante, Laurent, sur laquelle on peut discuter. Effectivement, c'est cette notion qu'il y a énormément de formes d'entreprendre, et puis différentes qualités d'entrepreneurs. Il y a ce qu'on appelle les entrepreneurs qui sont des créatifs, qui vont être capables de faire du 0 à 1, et puis il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des gestionnaires de 1000 personnes. Moi, je suis intimement convaincu et persuadé que premièrement, je n'ai pas envie, je n'aime pas, et je n'aimerais pas avoir à piloter une société de 1000 personnes. Ça ne m'intéresse pas. C'est un autre métier. C'est un métier d'entrepreneur qui est un gestionnaire. C'est pas un créatif. C'est pas quelqu'un qui va produire des choses ou qui va avoir des idées. Donc c'est différentes formes, ça. Je pense que si tu veux, je vais plutôt dans ce cas-là orienter, ou en tout cas te répondre différemment. C'est que je pense qu'il y a des domaines sur lesquels je suis bon et d'autres où je suis moins bon. Donc, je vais essayer plutôt comme entrepreneur d'être dans ta zone de génie. Ouais. Voilà, zone de génie, ce serait peut-être un peu fort, mais en tout cas dans là où je pense que je fais la différence. Là aussi d'ailleurs, un autre conseil que je pourrais donner à tout entrepreneur, c'est d'avoir conscience très rapidement de là où tu es vraiment bon. Moi, j'ai mis beaucoup d'années avant de comprendre effectivement là où j'étais vraiment bon. Je pense que je suis bon dans l'UX design, par exemple. Je pense que je suis bon dans le codage, dans une certain type de logiciel. Donc ça, ok. Dans la communication, voilà. Le but n'est pas de faire la liste des domaines sur lesquels je suis bon, mais si tu veux de vraiment être capable de bien avoir ça en tête, à partir de ce moment-là, tu peux aussi te dire, si j'ai une idée dans ce secteur-là,
je pense que je connais suffisamment ce secteur-là pour ne pas faire l'erreur d'être à côté de la plaque. Tu vois, si par exemple tu as comme objectif de développer une application et que tu vas être en concurrence avec d'autres applications, tu as plutôt intérêt d'être certain, d'être capable de délivrer, avant même d'avoir codé quoi que ce soit, quelque chose d'un très bon niveau. Sinon, tu sais que tu vas dans le mur. Et Oui, puis, si tu sais que tu maîtrises pas le sujet, tu sais dans ce cas-là que parmi dans ta checklist des priorités, trouver absolument quelqu'un qui va pouvoir gérer ça, tu vois. Donc, oui, puis en plus, avoir conscience de ses limites, c'est vraiment pour moi, me semble-t-il, et ça, c'est pas évident parce que tu es en confrontation avec l'ego. Moi-même, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me dire, je suis un entrepreneur et donc je vais être capable de traiter cette nouvelle problématique. Eh bien non. Les qualités d'entrepreneur, il y a celles qui sont intrinsèques, mais les qualités concernant la maîtrise du métier, dans certains cas, sont prégnantes. il faut accepter, c'est ça. Bah, écoute, parmi les choses amusantes, je me suis lancé dans le développement et la commercialisation d'une marque de cosmétiques parce que le Maroc a des produits vraiment très intéressants à commercialiser. J'ai travaillé sur ce projet pendant un peu plus de 2 ans avec tout plein de problèmes que j'ai découverts au fur et à mesure. Aujourd'hui, après 2 ans d'expérience, je serais peut-être capable de relancer une marque parce que j'ai fait tellement d'erreurs que je sais exactement aujourd'hui toutes celles que je ne peux pas faire au départ. Mais j'ai juste négligé le fait que c'est un domaine, on va dire, où l'expertise métier, eh bien, elle est importante. Voilà. Donc, on reprend l'image du boucher et d'Elon Musk. Le boucher, c'est peut-être un entrepreneur exceptionnel, mais il sait absolument pas gérer des équipes d'ingénieurs. Et puis, peut-être que Elon Musk, quand il va se retrouver face à, au paysan qui va lui vendre un bœuf, peut-être qu'il va dire, écoute, ce bœuf, j'espère que tu vas me le faire gratuit, parce que, quand tu vas me le faire gratuit, je vais t'en acheter 10, et puis, non. C'est juste, si tu veux, que les paramètres de chacun des métiers sont très différents. Et ça demande des années parfois à maîtriser. Et nous, on évolue, comme tu l'as dit, dans un secteur où on a énormément de biais, puisqu'on est dans la tech, dans le digital depuis des années, dans cet écosystème des startups, de la conception produit. On a évoqué le sujet des SS2I qui sont devenus les ESN, qui sont des sociétés prestations de services, donc qui fonctionnent avec effectivement du chiffre d'affaires qui est généré par le fait de placer des consultants chez des clients ou de développer des projets au forfait, comme on appelle ça. Ça, c'est nos métiers à nous. Voilà, vous êtes une entreprise, vous avez un projet, vous demandez un devis et vous avez une réalisation qui est opérée par une société spécialisée en informatique qui vous fait ce qu'on appelle un livrable, le fameux livrable. Donc ça, c'est un biais qu'on peut avoir, qui est encore une fois une forme d'entrepreneuriat très très spécifique à cet univers-là. Tu sais, je pense vraiment, si tu veux, que tu sais, généralement, c'est aussi ce qui me fait sourire, parce que je pense que j'ai eu aussi ce biais-là. Quand tu vois sur LinkedIn des gens qui disent « Pour moi, un bon entrepreneur, c'est généralement un autoportrait. » C'est-à-dire que, oui, ils vont te dire un bon entrepreneur fait ceci, fait cela. Peut-être qu'ils ont raison et je pense qu'ils sont sincères dans l'exercice. Mais très peu ont le recul de se dire « Oui, mais ça… » En fait, c'est pour qui? C'est pour eux-mêmes. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Et qui est probablement pas duplicable à d'autres. Donc c'est une manière de se mettre en valeur plutôt que de partager réellement quelque chose de sincère. Et je pense aussi, si tu veux, ça veut pas dire que l'exercice que l'on fait est un exercice qui est inutile. Je ne pense absolument pas le cas, mais je pense que l'entrepreneuriat, mais que l'entrepreneuriat, c'est souvent, en tout cas quand tu veux conseiller des gens, c'est souvent vraiment de connaître précisément l'histoire de la personne, vraiment ses objectifs personnels, parce qu'on fait tellement d'erreurs quand on essaye d'appliquer une recette générale, sans non plus comprendre toute la difficulté.
Voilà, On est d'accord. exactement. Oui, on est Et d'accord. C'est vrai que il y a eu aussi ce que je fais avec ce podcast et avec toi et avec tous les autres entrepreneurs qui sont passés là, c'est qu'on est sur du partage de parcours, d'histoire, de l'inspiration, de la motivation, mais on n'est pas en train de dire voilà ce qu'il faut appliquer dans tel cas de figure, puisque ce n'est pas copier-coller, ça n'existe pas en fait. Ça ne marche pas. Il y a tellement de variables, de contexte économique, de contexte personnel. Moi, il y a une autre anecdote qui toi te fait peut-être pas marrer ou marrer, mais moi ça me fait marrer jaune. C'est tous les conseils que tu vois d'entrepreneurs qui ont 25 ans, qui vivent tout seuls, sans enfants, aucune contrainte, aucune charge, et qui te sortent des leçons de productivité. Voilà comment tu fais les choses, etc., etc. Mais Coco, quand t'es avec une famille, des enfants, etc., mais tous tes hacks de productivité, ils sont juste inapplicables, complètement inapplicables. tu Dire, sais, moi, j'aime beaucoup cette analogie puisque finalement, depuis plusieurs années, c'est celle qui est pour moi la plus, on va dire, intéressante quand tu veux parler du métier d'entrepreneur. On est des musiciens. Si tu es un musicien, premièrement, eh bien, tu peux pas prétendre être un vrai musicien au bout d'1 ou 2 ans. Je rigole tout seul parce que je pense aux gens qui nous font de la flûte de Pan à nous raconter des cracks. Oui, mais qui jouent en fait, si tu veux, d'une certaine manière, au tout début, quand tu apprends la musique, tu es tout juste capable de jouer Frère Jacques. Oui. Et entre Frère Jacques et Jimi Hendrix, arrête, tu me mets la musique de Frère Jacques dans la tête. Frère Jacques. Non, mais cette analogie avec la musique, je pense qu'elle est intéressante. Parce que, premièrement, eh bien, c'est de la pratique quotidienne et tu peux prétendre à devenir un bon musicien au bout de plusieurs années de pratique. Il y a aussi des musiciens qui sont des improvisateurs. Moi, je suis plutôt de l'école de l'improvisation, mais il y a aussi des concertistes, des gens qui vont être plutôt dans le musique carrée, cadencée, et qui vont être mais géniaux. Il y a des gens qui travaillent ou qui préfèrent être dans un orchestre, diriger un grand orchestre, et puis des gens qui vont être des chanteurs à voix. La variété du métier d'entrepreneur, elle est aussi large qu'est le métier de la musique. Et vraiment, la pratique quotidienne, c'est important, et tu peux pas prétendre donner des conseils et être prof de musique au bout de 2 ans. Évidemment. Oui, puis à la limite, pour compléter ou en tout cas enfoncer le clou, c'est tu ne peux pas donner des conseils sur du piano si toi-même tu pratiques la guitare. Il y a à un moment donné, non, il y a la musique dans le sens, oui, ok, lire une partition, ça d'accord, c'est une partie transversale à tout le monde, mais à un moment donné, tu peux pas dupliquer et appliquer comme ça, d'un coup de baguette magique, tout ce que toi t'as vécu qui a marché. Tu sais souvent même pas pourquoi ça a marché et tu vas le dire et tu vas dire voilà ce qu'il faut faire et voilà comment il faut faire. Bah oui mais non. En fait voilà. ça marche pas. Et l'autre chose aussi qui est très importante, c'est pas parce que tu maîtrises un instrument que tu es un bon professeur. L'autre chose aussi que je vois quand je constate comme toi le nombre de personnes qui s'improvisent formateurs, ou conférencier, ça aussi c'est incroyable de voir des gens qui sont conférenciers. Ah bon? Oui, mais formateur pour moi, si tu veux, c'est le truc qui me, que je trouve le plus évident. J'ai fait de la formation. Je peux t'assurer que j'ai mis plusieurs années avant d'en comprendre effectivement les fondements, et je pense au fil des années de devenir un petit peu pédagogue, mais sans non plus être un bon professionnel là-dessus. Mon épouse est enseignante. C'est des années de pratique, tu vois, pour former des gens. Donc quand je vois des gens qui vendent des formations, oui, je comprends que ce sont des gens qui font des PDF et qui font 2 ou 3 vidéos par-ci par-là. Mais à aucun moment ils peuvent prétendre vraiment transmettre quelque chose d'utile. Ouais, être un formateur, c'est encore autre chose. Tu vois, tu peux me poser aujourd'hui des questions concernant ce que j'ai appris en 30 ans d'entrepreneuriat. Eh ben finalement pas grand chose, tu vois. Je dirais que il y a quelques règles. Justement te demander, c'était la prochaine question. Ouais, mais écoute, dans ce cas-là, je vais te partager 2 ou 3 idées, je pense, qui sont importantes. Je l'ai partagé récemment et je l'ai répété à plusieurs reprises. C'est ce que tu disais aussi sur le fait d'avoir la conscience du client. Pour moi, vraiment une règle, et je l'ai refait dans ma tête, toutes les sociétés que j'ai créées ont toutes à l'origine quasiment le fait que j'étais capable d'accéder à une clientèle en volume et à un coût raisonnable.
Nous, dans notre métier, quand on vend sur le digital, le nerf de la guerre, hein, la vente. Mais accéder à une clientèle large et à un coût raisonnable, c'est très important. Les gens qui sont dans le e-commerce le savent parfaitement. Ils raisonnent en coût d'acquisition. Quel est ton panier moyen? Quel est ton coût d'acquisition? Ces gens-là, ils savent ça intimement dans leur chair. J'ai un panier à 100 €, j'ai un coût d'acquisition à 80 €, mon business tient pas la route. J'ai en revanche 100 € de panier, mais je sais accéder à 10 centimes d'euros le visiteur sur mon site. Ah, là, il y a quelque chose. Enfin, effectivement, un business. Donc, savoir accéder à une clientèle large à un coût raisonnable, ça te fait un business. Tu peux scraper de la donnée, donc accéder et te créer des fichiers de données, très intéressant, ou être influenceur. Les gens qui aujourd'hui ont accès aux réseaux sociaux et qui maîtrisent bien ce sujet-là, quelqu'un qui a une communauté de 100 000 personnes, eh bien, parmi ces 100 000 personnes, il y a peut-être 10 000 clients. C'est ce que font les dropshippers. Le dropshipping repose essentiellement sur ce genre de choses. En tout cas, les influenceurs qui sont transformés là-dessus, ils ont dit, bon voilà, moi j'ai une communauté, je peux la commercialiser. Une communauté existante et j'en transforme X% en acheteurs. Et la deuxième chose que quelqu'un m'a rajouté en commentaire, parce que ça c'est aussi l'intérêt quand tu partages une idée sur les réseaux sociaux, elle est souvent améliorée. Et il y a quelqu'un qui a dit, il faut aussi connaître intimement la clientèle à laquelle tu t'adresses. Parce que c'est pas le tout de savoir accéder à une clientèle. Si tu ne connais pas ses besoins, tu es un petit peu un aveugle. Tu vas faire rentrer des gens dans ta boutique, tu connais pas leurs habitudes d'achat. Donc, deux choses, quand tu lances un business, connaître, intimement une clientèle et savoir y accéder en volume. Une entrepreneuse m'avait dit un jour, tu sais, si tu te poses une question, tu es là, tu veux créer un business, tu prends ton téléphone, tu prends ton carnet d'adresses et tu parcours. Et tu te dis, à qui je vais pouvoir vendre? À lui, tiens, je peux lui vendre ça, je peux lui vendre ça, je peux lui vendre ça, je peux lui vendre ça. Et là, d'un seul coup, tu as des idées de business qui sortent. Mais tes idées de business, avant de parler de l'idée, est-ce que tu es capable d'accéder à une clientèle? Si oui, trouve l'idée après. C'est ça, c'est essentiel. Très bon conseil. Ouais, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment l'essence même effectivement d'avoir quelque chose qui va être capable de grossir, d'être pérenne. Sinon, en fait, c'est chou blanc. Hein. Tu iras pas très loin. Voire et puis autre constat aussi que j'ai fait, j'ai rencontré des entrepreneurs qui étaient plutôt ingénieurs, donc plutôt on va dire créateurs de produits, et des entrepreneurs qui étaient plutôt commerciaux. D'accord. Tu sais bien entendu là où je veux en venir. Ceux qui ont réussi, c'était la seconde catégorie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu mets à la tête d'une boîte un commercial. Lui, il va pas se poser de questions. Mon client, il veut ça. On va lui faire ça. Tandis que l'ingénieur, lui, va se dire, moi, j'ai un super produit, j'adore mon produit. Mais est-ce que j'ai des clients pour ça? Est-ce que je suis capable de les trouver à quel coût, etc. En fait, il a fait un joli produit, mais il a aucun client. Et c'est un sujet d'ailleurs qui est souvent effectivement très probant pour des entrepreneurs, des fondateurs qui sont tech en fait, qui sont ingénieurs et qui ont l'amour du produit et donc qui codent, qui développent, qui rajoutent des fonctionnalités, etc. Mais en fait, ils ont pas parlé à leur marché, ils ont pas parlé aux clients, ils ont pas parlé à des potentiels besoins, mais ils sont en train de rajouter des choses encore. Et ça, c'est effectivement, ça peut être un gros souci. Hein. Le truc, vraiment, ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, j'en retiens parce que c'est le mot qui me semble le plus brillant, c'est tomber amoureux de son produit. L'erreur que peut faire un entrepreneur, c'est de tomber amoureux de son produit. Ouais. À partir de ce moment-là, si tu veux, dans l'écoute du besoin de ses clients. Ouais, et puis parce que si tu veux, le produit, d'une certaine manière, tu es face à un miroir ou en tout cas, tu es dans un piège. C'est moi qui l'ai fait. C'est comme la pub Findus à la télé. C'est moi qui l'ai fait. Exactement. Et si tu veux, mais ça, c'est une violence que doivent se faire les entrepreneurs. C'est vraiment une violence que doivent se faire des entrepreneurs. Devenir vraiment le directeur commercial de la boîte. Là aussi, pareil. Un autre enseignement. Je suis ingénieur de formation. Donc, si tu veux, je n'ai pas une formation ou en tout cas une habitude commerciale. Mais au fil des expériences, j'ai compris, si tu veux, que plutôt que d'essayer de déléguer ou de reposer sur des gens qui s'occupent du commercial, eh bien, je devais devenir le directeur commercial de la boîte. À la rigueur, la conclusion de tout ça, de occupe-toi d'abord du client, etc. Je pense que le truc le plus simple, c'est de se dire, écoute, le directeur commercial, c'est toi. À partir du moment,
Au début, c'est le cas. Dans une petite boîte, dans une petite Ouais. start-up, dans notre secteur à nous, en gros, le premier commercial de la boîte, c'est le boss, quoi. C'est le Mais patron. tu dois C'est celui qui... l'accepter et le Ouais. vivre aussi. C'est-à-dire que si tu veux, il faut pas que tu te dises oui, je suis aussi. Non, il faut vraiment que d'un seul coup, ton mindset te dise je dois être vraiment le directeur commercial. Ça veut pas nécessairement dire que tu vas être celui qui va vendre, mais tu dois être celui qui doit savoir comment vendre. Yes. C'est-à-dire que tu dois être capable de dire bon, la clientèle c'est celle-ci, les outils c'est cela. Peut-être que ça sera pas toi qui va prendre le téléphone. Mais si jamais tu embauches des gens qui vont prendre le téléphone, il faut que tu saches comment tu vas les faire travailler. Sinon, eh bien, souvent, je vois tellement d'entrepreneurs qui disent « Bon, j'embauche un commercial et ils attendent que le gars, il arrive, le commercial magique, je l'appelle, qu'il s'asseye sur un fauteuil, qu'il arrive avec son téléphone, son ordinateur, il arrive et puis pof, il fait tomber les contrats. » Ce commercial n'existe pas. Ou s'il existe, il a monté sa boîte, il est riche. Il viendra jamais bosser chez toi. On est d'accord. C'est une très bonne anecdote. Ça, c'est vrai que moi, j'exerce ce truc-là à la limite, même pour le podcast, parce que par exemple, moi, on me dit, mais Patrick, le podcast, est-ce que tu fais tout seul? Et la réponse, c'est oui. Pour l'instant, je n'ai pas délégué parce que avant de déléguer, je veux savoir faire. Donc, pour l'instant, je suis effectivement aux manettes et je fais tout parce que ça me permet d'apprendre, ça me permet de savoir le faire. Et après, je saurai encore mieux choisir les partenaires avec qui j'ai envie de travailler, qui vont faire le job. Il me vient un truc à l'esprit, je pense que c'est aussi intéressant. Je reviens sur l'analogie avec la musique. Dans les années avant Internet, il n'y avait pas de home studio. Tu étais musicien d'un instrument et on va dire que tu reposais sur les autres, tu étais guitariste et tu avais besoin d'un batteur. Et puis, les années ont passé et aujourd'hui, la technologie permet à un créateur de musique, celui de la génération d'aujourd'hui, eh bien, dans sa chambre, d'être capable avec les outils de créer un morceau en totalité, voire des multi-instrumentistes. Et je pense que dans l'entrepreneuriat digital, c'est aussi la grosse tendance, c'est qu'effectivement, t'es beaucoup plus performant si tu es un multi-instrumentiste et que tu es dans ton home studio. Ce qui pose quand même un problème, c'est-à-dire qu'il faut avoir du temps pour pouvoir maîtriser tout ça. Et ça, effectivement, je pense que pour être entrepreneur, il faut être patient. Mais il faut patient aussi avoir résilient, patient et résilient. Ça veut dire qu'il te faut au moins deux choses. Il te faut un mental qui te permet de gérer ça. Et la deuxième chose, il te faut de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que toutes les erreurs que tu fais, quand toi tu dis j'ai perdu ou j'ai cramé 250 000 euros, je suppose que tu es encore en vie, je te vois, et ça signifie donc que ça ne t'a pas brûlé et cramé définitivement. Tu avais certainement des ressources financières où tu as eu une capacité de rebond. Okay. Yes. Tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas ça. Donc, je veux dire que le jour où tu termines une aventure entrepreneuriale en ayant cramé 250 000 euros et que tu as emprunté 200 000 euros et que tu te retrouves avec toute ta famille et tous tes proches qui te disent, qui n'osent pas te dire que tu es un loser, je peux t'assurer que la capacité de résilience dont on parle, je pense que même moi, je ne l'aurais pas. Donc, il faut juste aussi avoir comme conscience que, voilà, le métier d'entrepreneur, c'est quand même difficile. Et effectivement, ne pas négliger l'aspect financier et argent et en avoir, ça te permet de tenir. La résilience dont on parle, c'est souvent lié au fait d'avoir quand même des moyens financiers qui te permettent de. Après, ou de savoir en trouver ou peu importe. Mais en tout cas, oui, bien sûr, c'est clair. Voilà, tout à fait. Moi, si tu veux, j'ai eu la chance, non pas d'être riche, mais d'avoir quelques moyens financiers qui m'ont permis de durer, c'est-à-dire dans ces périodes effectivement difficiles. Mais si tu n'as pas ce matelas, c'est très très difficile, tu vois. Très compliqué, ouais. Exactement. Ouais, très compliqué. On parle souvent de mettre sa peau en jeu, mais il y a la mettre pour de vrai et puis en surface, quoi. C'est pas la même chose, hein. Skin in the game, comme on appelle ça en anglais. Ouais. C'est pas. L'autre chose aussi que je veux partager, c'est que pour moi, la mise en danger quand tu es entrepreneur, c'est pas du tout une finalité. Vraiment. Moi, si tu veux, j'ai vécu des périodes. Oui, je suis assez d'accord. Voilà, si j'avais pu éviter toutes ces périodes de mise en danger, parce que on va dire que dans les choses très très pratiques, je veux dire que tu peux vivre des périodes très difficiles et quoi qu'il arrive, ton entourage vit des choses difficiles en même temps que toi.
tu es Ouais, marié, d'accord. tu as des enfants, ce qui est aussi mon cas, je peux t'assurer que quand on passe dans des périodes difficiles, eh bien, automatiquement, ton entourage le vit avec toi. Ouais, Et ce sont des choses. le sang et le vie, hein, c'est clair. Oui, Hein. et peuvent le vivre, tu sais, quand tu te retrouves pendant 15 jours, 3 semaines, 2 mois, 1 an, 2 ans, ça peut être des périodes très très longues pendant lesquelles tu dis, ouais, là, c'est un peu difficile, mais je vais remonter la pente. Je dirais que ton Et, entourage, et ça dure, et ça dure, et ça dure. ah, tout à fait. Donc voilà. Non, non, Ouais. donc si tu veux, les gens qui te disent il faut brûler ces bateaux ou en tout cas il faut comment dire avancer et être un, je connais ça. Ça me fait pas peur et on va dire que cet exercice-là je l'ai pratiqué. Mais si je pouvais l'éviter, et je conseillerais à tout le monde de l'éviter. Donc si on peut diminuer les risques. Point. Ouais, on est d'accord. Oui, on a tous connu d'ailleurs. J'ai eu plusieurs interviews comme ça où à un moment donné, on se rendait compte que on avait tous connu à un moment donné le jour où, en gros, à la banque, on n'avait pas de quoi payer les salaires à la fin du mois, quoi. Oh mais je veux dire que bien, et évidemment cette perte, Là, t'es là, tu fais bon. Alors, ok, comment on va faire? non, mais bien sûr. Si tu veux, ce qui est bien, c'est qu'au Maroc, au moins, et je sais que tu voulais m'interroger un petit peu sur ma période marocaine, c'est que j'ai Mhm. appris ici à être, comment dire, à bootstrapper. Le terme est connu, mais bootstrapper, tu en connais le principe, c'est que tu construis avec tout ce que tu as sous la main. Et Tout ce que comme il tu as te sous la manque main, tout plein de petit à choses petit. ici, Ouais. tu apprends à être un super bootstrapper. C'est-à-dire que ça m'est arrivé à 1 ou 2 reprises. Tiens, allez, dans 2 jours, on doit organiser un concert. Ah bon? Il y a combien de personnes qui sont attendues? 200. Ah bon? Eh ben effectivement, tu prends le téléphone, tu On va mobilises tout le voir. monde et ton concert, il a quand même eu lieu. Tout n'était pas parfait, mais t'as tenu. Voilà. Ça, je dirais que l'entrepreneuriat au Maroc, c'est beaucoup de ce genre de choses où de toute façon, tant qu'on n'a pas démarré, il y a personne qui se bouge et c'est seulement quand tu démarres que les gens se bougent et qu'à ce moment-là, effectivement. Donc voilà, j'ai appris effectivement dans cette période marocaine, on va dire à gérer des projets où ça te semble impossible quand tu démarres, mais tu te dis de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, tu mets ton casque et tu Hum, vas au hum, combat. hum. Point. C'est d'ailleurs, Laurent, ça c'est des apprentissages, c'est des super apprentissages parce que ça Oui, te crée une sorte de réflexe, une sorte c'est de clair. capacité à être super agile, super flexible et à faire de grandes choses avec peu de moyens. Et ça, c'est un atout. Tu vois, je veux dire, pour un entrepreneur, c'est un atout d'une importance extrême d'être capable de déplacer des montagnes avec en fait la capacité à maximiser Ouais. tous les petits éléments que tu peux trouver autour de toi. C'est Tu sais, pas tu sais vraiment, c'est un entraînement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un entraînement. C'est-à-dire que un entrepreneur, d'ailleurs, on peut, tu sais, le lier à la levée de fonds. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu as levé beaucoup d'argent, tu cash burn parce que, allez hop, tu as levé plein de fonds, etc. Pas de problème. Mais finalement, avoir géré une société, l'avoir fait croître pendant des années dans la difficulté financière, tes capacités de gestion, elles sont, mais ça n'a rien à voir, hein. C'est écoute, je vais me permettre, si tu veux bien, en essayant de ne pas être trop lourd, de revenir de nouveau à la musique. C'est que un musicien qui est dans l'improvisation, moi j'aime beaucoup la guitare blues, donc ah ouais. effectivement je t'ai J'allais parlé te de dire Jimi si tu Hendrix, faisais du jazz ou quoi. voilà, mais c'est la même chose. Un musicien qui va improviser, il va chercher dans son expérience les morceaux ou les bouts de morceaux qu'il va te jouer, Mhm. ce sont des souvenirs. C'est cette capacité de commencer un morceau, de terminer un morceau et de frôler le génie. Eh bien, c'est cette mémoire auquel il va faire appel qui va faire que quand un incident va se passer dans la salle, eh bien, il va Mhm. rebondir sur l'incident plutôt que d'être déstabilisé et puis de prendre et hop, de terminer le morceau sur quelque chose qui va être effectivement peut-être génial. Donc, effectivement, ce dont tu parles, c'est que l'entrepreneuriat, c'est aussi toutes ces expériences. Ouais. Je Puis me retrouve finalement, face à un ouais. problème, ce cas de figure, je l'ai déjà vécu. C'est une voie sans issue. Je gagne du temps, c'est pas la peine de pousser la porte, je referme la porte tout de suite et je passe à la porte d'à côté. Très vrai. Laurent, comme on est sur Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et que l'idée, c'était de te demander si, au cours de tes donc années d'entrepreneur, quelle avait été pour toi une situation vraiment très compliquée, la pire de toutes, et
comment tu y as fait face ou quelle solution tu as trouvé? Alors, Puisque toi aussi tu es encore là, donc a priori c'est alors, que tu es passé outre. Est-ce que tu écoute, as un truc comme ça à nous raconter? de manière évidente, si tu veux, j'ai connu une période très difficile qui m'a mené à une très très profonde dépression. Une dépression que je ne souhaite à personne, si tu veux, hospitalisation, et Très compliqué. vraiment le fond du trou. Qu'est-ce qui s'est passé? Période des startups que tu as connue, et puis Mhm. je fais rêver une équipe. Je D'accord. fais rêver une équipe, je crois avec énormément de conviction au projet, et à un moment, si tu veux, je comprends que je vais dans le mur. Aïe, ça me parle. Voilà, ça doit te parler. Je le vis et je le vis Voilà. comme si j'y étais. Et écoute, je me retrouve face à l'équipe, et j'ai pas su gérer. Si tu veux, j'ai eu honte d'avoir fait rêver ces gens-là, de leur avoir vendu le fait qu'on serait Ouais. le prochain succès, et d'un seul coup, tu peux plus. Et en fait, non. Et je me suis effondré. Je me suis D'accord. Ça, effondré, si tu veux, j'en tirerai quelques enseignements. Je suis sorti de la dépression. C'est vrai à un que c'est moment. dur. C'est vrai que Ouais. c'est dur parce que d'ailleurs, ça nous ramène l'idée, Laurent, à l'idée que l'entrepreneur, il est foncièrement seul, solitaire. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est Je suis dans le d'accord. succès. On aime bien ne pas être seul, on aime bien partager avec tout le monde, mais ce genre de choses, à un moment donné, on se retrouve dans des situations où c'est la solitude de l'entrepreneur face à Alors, une décision comme ça compliquée, quoi. Devoir annoncer à son équipe que bah ça va pas se faire, ou que ça se fera plus, ou qu'on va fermer, ou peu importe. C'est très dur, c'est très difficile pour deux l'entrepreneur. enseignements avec ça. La première, concernant la dépression, il faut l'anticiper. Et ce que j'ai compris à cette période-là, c'est que ta gestion du sommeil, c'est vraiment le truc le plus important. L'expérience dont je te parle, elle date d'il y a un peu plus de 20 ans. Jamais, je pense, n'avoir revécu une période pareille, parce que justement, je l'ai vécu et je sais l'anticiper. La deuxième chose mauvais élève sur le sommeil, moi. Il faut que je travaille ça. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que j'en suis sorti, on va dire, un moment, à partir du moment où j'ai visualisé un combat. Ça, c'est une règle de vie, me semble-t-il, qui est vachement importante. C'est que à partir du moment où tu visualises un combat, c'est-à-dire que mon combat, ça a été tout simple. Ma boîte était au bord du dépôt de bilan. Gouffre, ouais, bord donc, du précipice. D'un seul coup, si tu veux, je me dis bon, ok, soit tu te bats et tu peux éventuellement survivre, ou soit tu restes cloîtré dans ta chambre et tu vas rester brûlé toute ta vie. Là, si tu veux, ok. Et j'ai eu aussi la chance à cette période-là d'être aidé par un ami qui a dit ok, je laisse tomber mon job et je viens de filer un coup de main. Waouh. Il m'a aidé, on a retrouvé des clients, on a remonté l'activité et on va dire que la fierté d'être passé d'une boîte vraiment au bord du gouffre à une boîte qui de nouveau a refonctionné. Donc j'ai eu la chance, si tu veux, de sortir d'une dépression sans avoir aussi la visualisation ou vivre avec l'échec. Parce que ça, j'ai eu cette chance-là, d'autres ne l'ont pas eu. La troisième chose aussi que j'ai apprise de cette expérience, c'est que il faut certes faire rêver les gens, mais faire attention, parce que le rêve est un outil formidable d'entraînement. Mais si derrière tu n'as pas les pieds sur terre, eh bien, fatalement tu vas te cracher. Notamment quand tu es avec des jeunes, si tu les fais rêver et que derrière, eh bien, tu les amènes dans le mur alors que toi, tu es censé avoir de l'expérience, bah, je pense que t'es quand même vachement responsable. Donc, clairement. Faire rêver les gens et surtout maîtriser le réel. T'en as besoin d'ailleurs. T'as besoin de motiver, d'être leader et d'emmener avec toi, voilà. Mais les pieds sur terre. Faut pas aller dans une impasse, quoi. Il faut maîtriser, comment dire le côté le sol. À partir de ce moment-là, si tu veux, eh bien, tu fais rêver, mais pas faire rêver trop non plus. Si tu veux, si tu veux, c'est tellement facile de faire rêver les gens. Discours, on va être le prochain Google, on va être le prochain truc. Et si tu as un petit peu de charisme, oui, c'est ça. Des gens vont te suivre. Tu peux emmener assez vite, tu peux embarquer les gens, ouais, tout à fait. Donc voilà, si tu veux, donc tu me posais la question expérience, entrepreneuriat, bah, tu passes obligatoirement par des périodes très difficiles qui peuvent t'amener très loin, burn-out, dépression, etc. Je pense que il faut
s'en sortir vraiment en ayant en tête le fait que ça se joue certes dans la tête. Il faut effectivement à un moment visualiser un combat comme je te l'ai dit et Demander si tu de as la l'aide. chance... Comment? Demander de l'aide. C'est compliqué. Je pense que Aujourd'hui, oui. par exemple, t'es associé tout seul ou t'as plusieurs associés avec toi? J'ai eu les deux expériences. J'ai été quasiment associé pendant de très très nombreuses années. Tout le Et temps, aujourd'hui, ouais, je suis, on va dire, seul, mais très probablement de nouveau associé. Alors, D'accord. l'association, c'est un autre vrai sujet de l'entrepreneuriat. Ah oui, ça, clairement. Je pense que j'ai terminé, en tout cas, bouclé la précédente question sur dépression. Donc, j'insiste vraiment bien là-dessus. Bien gérer son sommeil. Pour moi, si tu veux, je peux avoir des périodes pendant lesquelles je dors peu, mais Genre j'essaie. bien, Si toi, là? Tu fais quoi? Tu fais genre 7 heures, 8 Oh non. heures, 7 heures par nuit? Je pense que ça doit être un petit peu moins, mais je pense que j'arrive à bien gérer mon sommeil, en tout cas ne pas d'être aux limites, mais savoir vraiment effectivement là où je peux m'arrêter. Et puis, enfin voilà, vraiment faire très très attention à ça. À partir du moment où tu gères bien ton sommeil, normalement, tu arrives à peu près à anticiper les périodes de doute, parce que c'est quand tu connais 2 ou 3 très mauvaises nuits que tu peux te retrouver dans une spirale qui peut t'amener loin. Oui, puis c'est destructeur en fait. De toute façon, un entrepreneur qui n'a pas les armes, la santé physique et mentale, parce que trop de fatigue, trop de tout, en fait, tu ne fais que accélérer ta descente aux enfers. Hein. Ouais. T'as pas Bon, tu te le retrouves sujet de diminué. l'association, je pense c'est un vrai sujet. Déjà, t'as des problèmes, enfin, t'as des questions de caractère. Je pense que t'as Bien des sûr. gens qui sont plutôt difficiles à gérer en équipe ou qui n'ont pas envie d'être, et ça, ce sont pas des gens qui vont chercher plutôt des associés ou éventuellement des gens qui vont être plutôt passifs. Ça peut arriver. Moi, je suis plutôt d'un naturel, à travailler en équipe. Donc, j'ai toujours cherché des associés. Et puis, c'est un petit peu comme les mariages. Je dirais que tes premiers mariages, tu fais des erreurs. Je te vois sourire, mais je pense que tu as dû aussi connaître ce genre de choses. Tu te maries finalement professionnellement avec des gens qui sont jeunes, peu expérimentés, et puis ça dure difficilement trop longtemps. Donc, ou en tout cas, tu fais des erreurs. Et puis, au fil des expériences, j'ai compris quel était le style d'associé avec lequel je pouvais être vraiment en osmose. Et donc, c'est ça. Pareil, apprendre à se connaître. Comme je disais, si tu apprends à connaître tes points forts, tu apprends à connaître aussi tes besoins et ce que tu peux apporter à l'autre. Moi, je conseille souvent, Laurent, toi, tu me diras si toi, tu fais aussi ça. Moi, je conseille souvent de checker, vérifier ce que moi j'appelle l'alignement des envies des planètes. C'est-à-dire, en gros, avant de t'associer, tu fais harakiri. Tu prends le truc, tu mets les tripes sur la table et tu dis, OK, moi, mon étoile du Nord, mon objectif de vie, c'est ça, quoi. Est-ce qu'on a le même ou pas? On peut ne pas avoir le même. C'est pas grave, mais il vaut mieux le connaître, il vaut mieux le savoir. Je suis d'accord. Au départ, parce qu'il y a rien de pire que d'avoir, tu vois, une association, parce qu'au début il y a tout à faire, donc pas de problème. Mais sauf qu'après la divergence, elle va s'accentuer en fait, parce que au fur et à mesure des années, l'atterrissage final, c'est pas du tout le même. Donc c'est très important de vérifier qu'on a le même alignement. Et ça peut être tout bête de dire, moi, ce que je veux, c'est faire fortune, arrêter de travailler, m'acheter un Mac au Brésil et basta. Et c'est louable. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. C'est pas grave. Je suis tout à fait d'accord. Vaut mieux le savoir. Voilà, vaut mieux le savoir. S'il y en a d'autres qui te disent, moi, je veux faire, je sais pas quoi, un truc à impact et je veux monter une fondation, ok. Mais c'est mieux de le savoir au départ. L'autre chose aussi, bon, nous connaissons tous les deux Oussama Ammar, c'est quelqu'un qui est vraiment connu. Il a aujourd'hui plutôt mauvaise réputation, mais je dois quand même rétablir le fait que... Ça dépend pour qui d'ailleurs, parce qu'il y en a qui l'adorent. Oui, non, mais je fais un petit parallèle avec ça. Parce il a autant de détracteurs que d'amoureux. Mais j'estime aujourd'hui, en tout cas, que ça a été et que c'est probablement quelqu'un qui connaît le plus intimement le métier de l'entrepreneuriat dans le digital et qui en a très très bien parlé. Et je me rappelle en fait qu'il avait dit à un moment, j'ai eu des idées concernant l'entrepreneuriat sur le bon associé, l'associé, etc. Et je me suis aperçu finalement, au bout de plusieurs années, que je m'étais trompé. Ouais, j'ai entendu parler de ça, tout à fait. Il n'y a pas de règle finalement. Il y a, je vais te dire, moi de l'extérieur, je dis, mais ces deux gars-là, c'est impossible qu'ils marchent.
Et finalement, c'est eux qui vont créer la start-up qui va tout défoncer. Cartonné. Ouais, Voilà. c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'humilité quand on accompagne des entrepreneurs. Si tu ne les connais pas de manière intime et que si tu ne t'imprègnes pas de leur quotidien, c'est très difficile de les conseiller, tu vois. C'est ce que je disais, c'est que les conseils qui sont donnés de manière générale, faut faire très attention. Et puis en plus souvent il y a des schémas, tu sais, il y a des espèces d'enfoncement de porte ouverte, c'est-à-dire que on te dit ouais, il faut pas être associé avec son conjoint, il faut pas être associé avec ses amis, avec ses frères et sœurs, etc. Mais pourquoi, comment, etc. Il n'y a pas de règle. Non, mais tout à fait. Et c'est pour ça que je te dis, quand je te disais tout à l'heure que au bout de 30 ans d'entrepreneuriat, ça m'est difficile de définir quelques règles. Il y en a quelques-unes, oui, je t'en ai partagé une, et peut-être il y en aura une ou deux autres auxquelles je penserai. Mais effectivement, c'est principalement après, des choses qui se jouent sur le moment. Et dernière chose aussi sur lequel il faut avoir aussi beaucoup d'humilité quand on est entrepreneur dans la tech, la chance. La chance. C'est certainement la chance et la croisée des chemins, les rencontres. Ah ouais. Ça change ta vie, ça peut changer une vie entière. Une rencontre au bon moment, au bon endroit, à telle intersection, ça peut complètement changer une vie. Et effectivement, et on parle souvent du biais du survivant, c'est-à-dire que effectivement, quand des entrepreneurs racontent leur histoire en disant voilà la recette de mon succès, en fait, ils sont juste en train de te raconter le fait que ils ont juste été comme dans Koh-Lanta, le dernier qui a été sélectionné. Mais le gagnant de Koh-Lanta, je suis pas certain que ce soit le meilleur. Hein. C'est aussi un concours de circonstances qui ont fait que voilà. Yes. Bon, Laurent, c'est un super épisode. C'est intéressant d'avoir comme ça ces introspections sur l'entrepreneuriat au sens large du terme, avec pas mal de valeurs et de conseils. Même si on est les premiers à dire attention, les conseils tout près sur étagère, non. Ça fonctionne pas. Il faut faire son parcours. On peut écouter. Hein, ça n'empêche pas qu'on peut écouter, observer, regarder. Mais après, il faut en son âme et conscience exécuter avec ses propres armes. Et comme je le redis de nouveau, c'est-à-dire que si tu as la possibilité d'attendre, ce qui n'a pas été mon cas, donc je suis pas le bon exemple, mais si tu peux attendre un tout petit peu avant de devenir entrepreneur et travailler comme salarié, je veux dire que comme salarié, tu vas pouvoir observer et apprendre au moins autant de choses que tu vas apprendre comme entrepreneur, si tu as vraiment cette curiosité, et ce bagage-là te servira obligatoirement plus tard. Donc d'ailleurs, Laurent, quand tu parles de ça, quand j'ai fait il y a pas longtemps du tout une interview avec Carlos Diaz, un entrepreneur installé depuis 15 ans à San Francisco, dans la Silicon Valley, et c'était très intéressant ce qu'il m'a raconté. D'ailleurs, il y a l'interview qui va passer sur Je ne perds jamais aussi. C'était très intéressant ce qu'il disait, parce que il disait aux États-Unis notamment, en fait, tu as une tripotée de gens qui ne sont pas les créateurs fondateurs des startups, mais par contre qui ont des superbes aventures entrepreneuriales en étant les collaborateurs de la startup. Et ça va très bien aussi. C'est-à-dire que, alors évidemment, il y a des notions de stock option, etc., de participation, mais tu n'as pas besoin, je dirais, d'être le fondateur, le créateur d'une entreprise pour vivre l'aventure entrepreneuriale. Et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est trop développé en France ou en Europe, mais aux États-Unis, il m'expliquait que, en fait, il y a plein de gens qui sont hyper motivés, volontaires à travailler pour la start-up, mais c'est pas grave si c'est pas eux qui l'ont inventé. Ils vivent le même parcours, le même chemin. Alors à part sur le plan actionnarial, d'accord, mais ils vivent le même parcours, le même chemin de la construction d'un projet, d'une aventure, ils le font beaucoup aux États-Unis. Ils m'ont parlé de ça. C'est dans la dernière interview que j'ai faite avec lui. Mais très intéressant en tout cas, vraiment, et je te disais, je vais te faire aussi ce même retour, c'est vraiment très agréable l'échange que l'on a ensemble, puisque comme tu es entrepreneur, automatiquement, si tu veux, il y a un échange, et automatiquement, on apprend tous les deux. C'est ça qui est intéressant. De toute façon, c'est un peu la vocation de ce podcast, et c'est vraiment ce que je m'attache à faire. D'ailleurs, on va parler maintenant on va s'orienter vers la conclusion déjà, mais on va parler justement de
tes sources d'apprentissage. Est-ce que tu es un lecteur? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que est-ce que toi t'es de la génération YouTube? Non, pas vraiment. Si, tu fais beaucoup de YouTube, tu regardes des YouTube. Moi, si tu veux, en fait, j'ai eu une période qui a. Comment t'apprends? Alors voilà. Avant 2004, puisque j'ai créé mon premier blog en 2004, j'étais plutôt, on va dire, un lecteur habituel. Je lisais romans, essais ou un certain nombre d'ouvrages variés, un petit peu de bouquins de management, mais voilà, on va dire une lecture variée normale. Et puis, quand j'ai découvert les blogs, d'un seul coup, j'ai ressenti quelque chose que je continue toujours à ressentir au quotidien, c'est que sur les réseaux sociaux, quand tu es vraiment sensible, eh bien finalement tu peux comprendre le présent et le futur. Et quand tu es un entrepreneur, tes sources d'inspiration, tu me l'as parlé, elles se passent quasiment toutes sur les réseaux sociaux. Mon propre blog dans un premier temps, qui s'est transformé après plutôt en profil Facebook, parce qu'au Maroc c'est plutôt Facebook qui était utilisé, et puis maintenant depuis quelque temps sur LinkedIn. Et ce sont des sources d'apprentissage qui sont phénoménales. On va te partager de l'information, mais on va aussi te partager les problématiques du moment. C'est vrai. C'est un pouls temps réel sur ce qui peut se passer, des centres d'intérêt, des sujets que tu peux avoir, et avec un fort mouvement de partage, d'apprentissage sur les réseaux. Et donc, ça en fait une source tout à fait intéressante et probante. Toutes les idées que j'ai mises en place depuis pratiquement 2004, elles sont toutes nées à un moment ou à un autre sur les réseaux sociaux, blog et après réseaux sociaux. Et puis, c'est un formidable moyen de rencontre. Sans les réseaux sociaux, on ne se serait jamais rencontrés. Tout à fait. Il y avait peu de chance, c'est vrai. C'était impossible. Et l'autre chose aussi, là, du point de vue humain, si tu veux faire des rencontres, ça fait très longtemps que les sites de rencontres existent pour les histoires amoureuses, mais pour les histoires professionnelles, pareil, les rencontres elles peuvent être Et je pense même que il y a pas mal de relations d'affaires, d'opérations de business. Je pense que dans le domaine des startups, la plupart des levées de fonds se font à travers des réseaux ou en tout cas des connexions qui se sont faites à travers les réseaux sociaux. Donc voilà. Donc source d'inspiration, moi et c'est d'ailleurs en fait mon exercice quotidien d'écriture, c'est un exercice de reformulation de ce que j'ai appris. C'est-à-dire que moi, mon blog et maintenant mon profil, c'est un carnet de notes pour utiliser vraiment le terme initial qui était web. Tu écris et tu partages. Si tu veux ce que je lis, je me force, si tu veux, à le reformuler par écrit. Et le fait d'être obligé de le mettre en ligne, fait que ce que j'aurais peut-être jamais noté ou j'aurais jamais synthétisé, je le resynthétise effectivement sous forme d'un billet. Donc, mon esprit, ou en tout cas ma réflexion, elle se nourrit en ligne. Et puis, les commentaires sont un moyen de corriger tout ça. J'aime bien cette idée. Je mets ma pensée en open source. L'interaction ensuite qui est générée sur la partie. Et les commentaires sont des corrections. Et éventuellement, des idées supplémentaires qui vont se développer. Donc voilà. Est-ce que toi-même tu le fais alors il y a un côté éphémère à le faire notamment sur LinkedIn, parce que le post il disparaît, tu vois, il est pas archivé, il y a pas la présence d'écriture dans le long terme. Est-ce que pour le coup tu le fais? Est-ce que tu as toi-même envie de faire une newsletter ou justement un blog plus classique? Non, si tu veux, après peut-être que ça me pas le temps non plus. Non, tu sais, voilà. Il est évident que du point de vue, on va dire, de l'ego, écrire un livre ou laisser une trace, c'est quelque chose qui est toujours sympa. Voilà. Ok. Mais je pense vraiment être définitivement D'ailleurs, je me dis ça. J'ai envie de me mettre à l'écriture de livres là. Ouais, mais si tu veux, je pense que je suis bien meilleur, ou en tout cas, je pense que je suis utile, et c'est le terme, je pense, qui est vachement important. Je suis beaucoup plus utile si je fabrique des choses. C'est-à-dire que si je me connaître intimement, finalement, je sais que j'ai beaucoup plus de plaisir à fabriquer quelque chose. J'ai du plaisir à écrire, mais si tu veux,
faire que je peux modifier l'environnement dans lequel j'agis, comment dire, en fabriquant des produits, des C'est sociétés. plus fort que l'écriture. En tout cas, pour moi, c'est ce qui me nourrit plus. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, tu me verras écrire mes mémoires et peut-être à partager mon bouquin. On ressortira cette interview d'autobiographique. Exactement. Donc voilà. Vraiment pour moi, l'exercice de l'écriture quotidienne est un exercice où ma progression intellectuelle s'est faite exclusivement à travers ce partage quotidien, qui est d'une certaine manière, tu sais, dans l'apprentissage, comment on fait que les élèves apprennent? On leur demande d'écrire les leçons. Tu vois, cette activité simplement des petites fiches, se faire des petites fiches et tout ça. De prendre note des cours, c'est quelque chose qui est ancré dans notre ADN ou notre manière d'apprendre. Et donc cet exercice, si tu veux, de te forcer à écrire, pour moi, c'est exactement le même. J'écoute quelqu'un, eh bien, je vais le reformuler à ma manière, et en plus, en le partageant, ça m'oblige, si tu veux, à l'écrire proprement et en sortir les fondements. Est-ce que j'ai bien compris? Parce que en publiant en ligne, tu es obligé de verbaliser correctement. Si tu verbalises, t'as une enseignante à la maison, donc attention, hein. Oui, en plus, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que toi, au niveau de ta pratique de l'écriture justement avec LinkedIn, ce que je comprends, tu canalises, tu organises comme ça ta productivité, ton temps, tu passes un temps défini, 1 heure par jour, etc. Non, si tu veux, si je fais le parallèle toujours avec la musique, je pense que le secret, c'est toujours de rentrer dans des séquences qui sont organisées. Moi, simple, je me lève très tôt le matin, généralement aux alentours de 5-6 heures. Ah oui, ouais, mais je prépare dans ce cas-là souvent la réunion du jour qui a lieu généralement aux alentours de 9 heures, et de 6 heures à 9 heures, on va dire que je suis plutôt à préparer la réunion. Donc souvent d'ailleurs ce que je publie, certains ont dû s'en apercevoir, mais c'est le compte-rendu de la réunion qui va avoir lieu que je formule différemment. Alors ce qui est amusant, parce que ça me permet d'être beaucoup plus pertinent dans la réunion que je prépare, et aussi, si tu veux, d'être obligé d'aller vraiment jusqu'au bout de la réflexion. Tu vois. Pas mal ça. Donc, et c'est pour ça que je recycle d'une certaine manière les idées que je suis en train d'explorer. Et quelquefois le deuxième billet, c'est le compte rendu de réunion. Enfin, il y a le billet de préparation de la réunion, et puis tu as le billet de compte rendu de la réunion. Donc voilà. Donc si tu écris comment? Tu utilises quel genre d'outil? Tu fais genre ça sur quoi? Sur Notion, Word? Non, moi on va dire, j'utilise généralement 2 outils qui sont les mêmes, qui sont 2 traitements de texte. J'utilise Google Doc et puis LibreOffice, ça va dépendre, tu vois. Voilà, je suis plutôt effectivement de l'ancienne école. Ouais, très bien, pas de souci. Bon, écoute, très intéressant cette démarche, en tout cas d'écriture. Moi, je suis un peu, en ce moment, je suis un peu turlupiné par ça parce que, tu le sais, toi, tu écris depuis longtemps. Tu avais un blog avant. J'ai un truc qui m'embête, qui est que l'écriture, en fait, c'est long. C'est long à organiser, ça prend beaucoup de temps, etc. Et quand j'ai fini d'écrire un post, tu vois, je me dis, mais finalement, ce truc-là, j'aurais pu le raconter face caméra, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais le parler là, je pourrais le dire, tac, et je me dis, quand même, j'ai un format, le format de post LinkedIn, en fait, le reach, qu'on appelle ça le reach, l'audience marche pas très bien sur les petites séquences vidéo, mais mine de rien, moi, avoir à écrire le post ou à se le filmer face caméra, je préfère très largement, tu vois, la dynamique et la vitesse d'exécution du côté vlog, le petit blog en vidéo. Alors, écoute, après il y a vraiment des caractères, et effectivement, je pense que j'ai plutôt un caractère qui est plus à l'aise à l'écriture. Il y a des gens qui pensé, posé, ça c'est ton côté scientifique, ton côté ingénieur. Voilà. Mais je pense, si tu veux, vraiment pour avoir pratiqué les 2 exercices, puisque j'ai aussi fait des petits formats vidéo pendant les périodes où c'était à la mode, les fameux vlogs, ce que je remarque quand même, c'est que tu as beaucoup de déchets, à moins d'être vraiment très très bon. Mais même en étant très très bon, assertif, quoi. Ouais, il faut être assertif. T'as beaucoup de déchets. Et si tu veux, entre 20 minutes d'interview sur lequel finalement tu vas avoir peut-être 2 ou 3 phrases qui sont géniales, ou éventuellement quand tu as la chance d'avoir vraiment 2 personnes qui savent très très bien parler et organiser, mais c'est très très rare,
En C'est assez final, rare. l'écriture est quand même beaucoup plus performante pour transmettre de vraies idées. Parce que tu vas faire du copier-coller, tu vas corriger, tu vas revenir, ce que tu peux absolument pas faire quand tu es en Oui, live. ouais, c'est Tu vrai. vois? Ouais, ouais, c'est Donc vrai. le live pour moi est vraiment très très important en termes de largesse de diffusion. Oui, bien entendu. Tu peux t'adresser à des millions et des millions de personnes, donc ça, irremplaçable. Mais être bon, en tout cas en vidéo, c'est pas mon cas. Poser Je sa pense, pensée, structurée par l'écriture, ouais, c'est quand même c'est quand je même pense mieux. que c'est la base. De toute façon, nous, les êtres humains, finalement, notre cerveau, il est organisé autour des mots, des histoires. Donc, bien maîtriser les mots, si tu veux, c'est bien organiser sa pensée, c'est bien organiser, comment dire, ta réflexion, tu vois. Et bien, en plus, maintenant, on peut obtenir des trucs extraordinaires avec des prompts, et donc c'est de l'écriture. Hein, il faut faire, il faut écrire des prompts à l'IA pour obtenir la bonne écriture. Il faut pas. Ouais, bon, on pourrait refaire une émission sur l'IA. Je pense que j'ai pas encore d'avis définitif là-dessus. On va Je pas sais dériver juste là-dessus parce que, qu'on peut en parler pendant longtemps. Oui, t'as raison. ouais. En fait, si tu veux, je pense que il y a un truc qui est tout simple. L'IA, c'est un outil et tout dépend comment les gens vont utiliser l'outil et On qui l'adopter. maîtrise les outils. D'une Mhm. certaine manière, pour moi, la vraie question, c'est de savoir qui maîtrise l'IA. À partir du moment où c'est l'État chinois qui maîtrise l'IA chinoise, je suis plutôt inquiet. On D'accord. est d'accord. Quand c'est le patron de Facebook qui maîtrise l'IA, je suis pas non plus beaucoup rassuré. Je pense que sa moralité n'est certainement pas la mienne et certainement pas Mhm. une moralité qui correspond au bien-être des gens. Si c'était le cas, on aurait certainement un autre type de réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on a des outils surpuissants et malheureusement qui sont aux mains de gens qui n'ont pas vraiment la moralité qui va. C'est juste ça qui me pose problème. Sinon, la science elle-même, l'énergie nucléaire, si tu prends cet autre exemple, bah ça peut être vraiment un bien-être pour l'humanité, enfin au-delà de toute la problématique écologique. Mais si tu la mets entre les mains de Poutine, eh bien, tu te retrouves avec un outil destructeur. Donc On est voilà. d'accord. Et c'est un peu Donc, je ouais, pense que c'est ce qui nous échappe, c'est-à-dire que tu peux théoriser sur la puissance ou non de l'outil. Oui, on peut en parler très très longtemps. Ça Mhm. peut être un formidable outil d'éducation. Les réseaux sociaux peuvent être un formidable outil d'éducation, Oui, mais les réseaux d'apprentissage. Ouais. sociaux peuvent être un formidable outil, ce qui est le cas de manipulation des masses et de contrôle par des gens qui n'ont aucune moralité. Rien d'autre à dire là-dessus. Je partage complètement ton regard et ta position là. Ouais. D'ailleurs, si tu veux, je te fais une petite aparté parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. C'est quoi ta moralité d'entrepreneur? À la rigueur, si tu veux, allez, je fais une petite bascule. Maintenant, c'est moi Allez qui hop, te pose une question. c'est Allez, moi qui ok. passe sur le grille. C'est Ouais. pas prévu, Non, mais hein. de toute façon, je sais que tu coupes et tu verras comment tu fais. Mais juste une question qui m'intéresse parce que c'est vrai qu'on la pose peu. Moralité, entrepreneuriat, c'est quoi ta moralité d'entrepreneur si ça a du sens? Alors, je sais pas si j'interprète bien ta question dans le sens de la moralité. Moi, ce Ou qui en est tout sûr, cas c'est ton que éthique, plutôt que ouais, c'est ça, c'est ce que moralité éthique. C'est-à-dire, j'allais c'est dire. quoi ton impact sur la société? Est-ce que ça a de l'importance ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tes actions en tant qu'entrepreneur et ton interaction avec la société, est-ce que c'est quelque chose qui te questionne, qui est important? Voilà. Voilà, bah là on est pour le coup, tu me sors un pont magique pour m'engouffrer dessus, puisque effectivement tout ce que je fais depuis que j'ai commencé à entreprendre, j'avais 24 ans, c'était il y a 24 ans en arrière, parce que j'ai 48 ans, ça a toujours été d'entreprendre, d'exécuter pour avoir de l'impact. Et là, j'ai créé le podcast pour faire quoi? Pour transmettre, pour partager, pour laisser quelque chose, faire ma part. Donc moi, la manière d'entreprendre, c'est celle-là. Et ça se retrouve dans tous les produits. Moi, je suis un peu comme toi dans le produit logiciel. Dans les produits logiciels qu'on fait par ailleurs avec mon équipe, avec mon associé, on essaye d'avoir de l'impact. On fait pas des logiciels pour faire du logiciel. Ok. Donc c'est ça mon éthique. L'éthique Eh ben d'entrepreneur, écoute, c'est voilà changer le monde parce que les entrepreneurs peuvent y arriver. Je pense que c'est en mettant les mains dans le cambouis, en se levant et en exécutant qu'on peut le faire, mais avec effectivement impact, un maximum d'impact et de eh l'éthique. ben, ça me va bien parce que si tu veux, je vais t'utiliser d'autres mots, mais je pense qu'avec ces autres mots, je vais te parler exactement de la même chose. Je pense qu'on a la Si tu me même. posais la question, pour moi, le terme qui est le plus important, c'est d'être utile. En quoi mon histoire sur la Terre
C'est ça, ton passage aura ici. éventuellement eu un impact ou aura Mhm. été donc utile, pour utiliser le mot que moi j'utilise. C'est ça qui pour moi est important. En quoi je peux être utile? Oui, bien entendu, je suis là en tant qu'entrepreneur pour faire vivre ma famille, évidemment. Offrir à mon épouse, à ma fille, à mon environnement, si c'est moi qui suis aujourd'hui source de revenus, ce qui n'est pas uniquement le cas, mais Mhm. effectivement de leur permettre d'avoir une vie correcte et décente, non pas riche, mais ça, si tu veux, ça c'est ma priorité. Mais après, si je peux avoir, comme tu dis, un impact positif sur la société, oui, évidemment. Et puis tu as, Tu, au préalable, tu as aussi pendant toutes ces années, tu as créé de l'emploi, tu as nourri, alimenté des salariés, des équipes Ça, aussi. si tu veux, d'une certaine manière, pour moi, c'est la base. D'une certaine manière, quand tu es entrepreneur, tu peux être un vrai salaud. Oui. Tu peux, comment dire, Ah, et j'en connais certains. on en connaît tous les deux. Voilà. Non, et quand je dis des salauds, c'est pas des gens dans mon entourage, mais je veux dire de vrais salauds qui ont créé des boîtes et qui n'avaient mais vraiment aucune éthique. Trump, par exemple, excuse-moi, on est en France, donc on peut se permettre de, comment dire, d'avoir un regard critique, mais c'est un vrai enfoiré. Pourtant, c'est un entrepreneur qui a donné de l'emploi à beaucoup de gens. Donc, si tu veux dire un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un impact positif parce qu'il emploie des gens, c'est vrai, tout à fait. Mais je pense aussi qu'il y a un impact au-delà. Euh, Est-ce que tu as, par exemple, permis à tel ou tel projet d'émerger? Est-ce que tu as aidé telle ou telle personne? Ça, pour moi, Mhm. c'est quelque chose qui est important. Super. Bon, écoute, alors j'allais presque dire, ça aurait pu être le mot de la fin, mais non, parce que j'ai la question de la fin. La question de la fin, c'est maintenant devenu une tradition sur ce podcast, je ne perds jamais. Allez, on se projette, on imagine. Laurent, je te donne un chèque en blanc. Ressources illimitées financières. Pourquoi? Parce que c'est quand même la finance qui malheureusement drive notre monde. Et pour avoir de l'impact, il faut quand même de l'argent, mine de rien. Imaginons que tu as donc des ressources illimitées. Quelle serait la société que tu aurais aimé créer avec cet argent illimité ou une société que tu aurais envie de racheter? Alors, je vais être très précis puisque c'est vraiment le truc qui, comment dire, sur lequel j'aimerais pouvoir travailler si j'en ai la possibilité dans les prochaines années. Je vis au Maroc. Donc pour moi, avoir de l'impact, c'est avoir de l'impact plutôt dans un pays où tu as des connaissances et où tu vis. Avoir de l'impact au niveau mondial, c'est compliqué. Je dirais que très très peu de personnes peuvent prétendre le faire. Donc aujourd'hui, je vis au Maroc. Avoir un impact et faire des choses au Maroc, oui. Et comme l'enseignement, tu l'as bien compris, est quelque chose qui me tient à cœur, aussi bien en tant que papa et que époux d'une enseignante, si je pouvais ouvrir des écoles au Maroc qui puissent permettre à des jeunes, de sortir d'un système scolaire qui est quand même un peu en difficulté. Ça, D'accord. c'est vraiment le kiff que comment dire Que tu que ferais. j'aurais et qui résonne tout à fait avec le mot que j'ai utilisé précédemment, qui est d'être utile. Tu vois. Euh, et après, si tu veux, c'est plutôt dans ce cas-là plutôt des moyens financiers qu'il faudrait apporter, parce que là aussi, il faut faire preuve d'humilité. L'enseignement, je peux avoir quelques idées, mais l'idée, ça serait plutôt de reposer ou de faire travailler des gens Faire qui appel aux personnes voilà, qui sont capables de mettre en de œuvre les faire. choses. Et donc, effectivement, aider de ce côté-là, oui, voilà. Ouais. Donc Participer, pourquoi pas. tu serais sur la formation, éducation. Ça Ouais, serait des projets liés à ça. écoute, Yes. est-ce que finalement, si tu veux, juste pour aussi mettre un peu de perspective, est-ce que finalement l'éducation n'est pas le fondement de toutes les sociétés? C'est-à-dire que le manque d'éducation permet la manipulation. Voilà. Le manque d'éducation ou en tout cas de capacité critique te rend prisonnier des réseaux sociaux. Tu vois, C'est un ce peu la manque clé. de Hein. langage que l'on L'apprentissage, observe, l'éducation, c'est la clé. Hein. c'est la clé On de est tout. d'accord. La liberté, pour moi, me semble-t-il, elle se joue principalement là-dessus. Tu vois, tu disais, nous, on a la chance, je pense, d'être né dans une société où il n'y avait pas cette obésité de l'information. C'est vrai. Je pense qu'on a une assez bonne capacité critique vis-à-vis de tout ça. Alors, je ne veux pas dire que la jeune génération ne l'a pas, mais c'est plus compliqué.
parce que il y a un appauvrissement notamment de l'éducation et automatiquement une baisse d'un certain nombre de standards démocratiques, etc., etc. Tu vois. On le voit d'ailleurs par des choses toutes bêtes et toutes simples. Tu interroges une IA, elle te sort une réponse. Tu n'as pas les connaissances ou la capacité à savoir si ce qu'elle t'a sorti est réel, véridique ou pas. Ça, c'est vrai, tu as raison. Parce que tu peux manquer d'éducation, donc tu prends pour parole d'évangile. Tu vois, enfin, moi, je mets du catholicisme dans l'histoire, mais il n'y a pas besoin. Mais tu prends pour parole la réponse, sauf que c'est faux. Sauf que ce qu'elle te raconte, c'est faux, c'est pas prouvé, c'est pas vérifié. Elle a été le chercher, elle a été l'inventer, je sais pas quoi sur les réseaux. Et moi, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est que nous, on a une certaine forme de culture d'éducation qui s'est faite avant les IA, avant le numérique à outrance. Et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est compliqué de justement d'éduquer nos enfants et mes enfants pour leur dire ah non mais attends là attention, tu sais, ce qu'ils viennent te raconter, c'est pas nécessairement vrai. Tu sais, j'ai beaucoup moins peur des IA que des réseaux sociaux dans leur version actuelle. Je m'explique. Ah oui. Voilà, je te prends un exemple tout bête qui m'est arrivé il y a très très peu de temps. Je lis un sondage sur le fait que je sais plus 25% des jeunes interrogés pensent que la Terre est plate. Donc, comment dire, et il y avait dans ce même sondage, tu en as peut-être entendu parler, comme quoi les pyramides étaient fabriquées par des extraterrestres. Voilà. Je crois que j'ai vu contre 3% des, grosso modo, ça te donnait 14-15% des jeunes qui pensaient que, contre 3% des personnes un peu plus âgées. Ok. Aïe. Je suis allé interroger ChatGPT, donc l'IA. Est-ce que, comment dire, la Terre est plate? Et là, effectivement, l'IA a été implacable pour le coup. Elle m'a dit, comment dire, la Terre est ronde, on a des preuves scientifiques qui blablabla, blablabla, blablabla. Donc finalement, c'est un exemple, un contre-exemple de ce que tu dis. J'ai beaucoup moins à craindre finalement des IA, en tout cas dans leur version actuelle, que des phénomènes de désinformation de masse ou de tromperie sur l'information générés peut-être par l'IA, mais qui sont après distribués, diffusés en masse sur des réseaux sociaux actuels ou traditionnels. À condition bien entendu d'être certain que ton IA, elle se nourrit à partir de sources qui sont fiables. Dans le cas présent, je pense qu'une des sources centrales de ChatGPT ou en tout cas de ces IA qui travaillent sur le texte, c'est plutôt des sites comme Wikipédia, automatiquement qui ont certes des défauts, mais qui sont bien plus fiables qu'un groupe conspirationniste sur Facebook. Donc voilà. Yes. Donc c'est pour ça que si tu veux, pour moi, la désinformation dont tu parles, je pense pas que ce soit les IA, parce que déjà les réseaux sociaux, ce sont déjà des IA qui te manipulent depuis très très longtemps. Bien sûr, tous les algorithmes de recommandation, ils te montrent ce que tu as envie de voir, etc. Donc tout ça, et la manipulation de masse au niveau politique, elle date de bien avant l'émergence des IA. Donc, d'une certaine manière, je pense même que si tu veux aller jusqu'au bout, je pense même que l'IA, finalement, concernant la désinformation, est peut-être même une chance. Demande à une IA de te prendre, comment dire, tout ce qui est passé sur Facebook et de te mettre une note. Tu vois ? Ouais, tu vas rigoler, hein ? Je veux dire que la Terre est plate. 0. Trump qui dit, comment dire, vous êtes les ennemis du peuple, hop, 0. Tu vois, je veux dire que si c'était une IA qui notait et que d'un seul coup, tu avais un badge qui te disait fiabilité à 0%, fiabilité à 98%, tu réglerais énormément de problèmes. Laurent, pour le coup, ta réponse sur le fait que si tu avais des moyens illimités considérables, tu veuilles les mettre au profit de la formation, l'éducation, écoute, ça me va très bien parce que tu as raison, c'est probablement la clé de tout le reste. Puis en plus, ça va bien avec le thème ici, puisqu'on est sur je ne perds jamais. Soit je gagne à tous les coups, soit j'apprends. J'ai pas perdu. Écoute, je partage exactement le même credo. En tout cas, pour moi, il me va très très bien. Et bien entendu, j'ai aussi beaucoup appris dans ces échanges puisque partage. Voilà. C'était un plaisir de t'avoir ici, entrepreneur depuis très longtemps dans l'univers digital, qui travaille depuis le Maroc et qui va nous accompagner. Tu sais que ici la porte t'est ouverte, donc voilà, tu peux revenir quand tu veux et puis tu n'hésites pas et tu viendras nous présenter ton produit sur lequel tu es en train d'avancer. Rendez-vous pris, donc on doit se voir au Maroc probablement un de ces prochains jours. Tout à fait. On va organiser
Voilà. Une petite retraite d'entrepreneur là. Avec grand plaisir. Hein, on va Je te souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Merci Laurent pour ce passage avec toi. Et puis écoute, on se retrouve sur les réseaux comme j'ai l'habitude de dire. À très bientôt. Merci, c'était un immense plaisir et honneur de t'avoir sur le podcast. Pareil, partagez. Merci Laurent. Ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.